profite pleinement et longuement de ce moment-là, de cette vue surtout. Là. Parce que finalement, dans la vie, je pense qu'il n'y a que les mariages ou les enterrements où on a devant nous tous les gens qui comptent. Il y a un événement qui est heureux, hein, il y a un événement qui est souvent un petit peu plus triste, surtout en Occident. Mais quand on y réfléchit, les moments où vous avez votre famille, vos amis, des gens que vous n'avez pas vus depuis des années, des gens que vous ne connaissez pas, mais qui vous tombent quand même dans les bras, finalement, à part les mariages et les enterrements, quand est-ce que ça arrive dans la vie ? Ben, là, vous m'offrez un cadeau exceptionnel. Le fait que vous soyez tous là, c'est ça, c'est ce cadeau-là. J'ai devant moi à la fois ma famille, mes amis, les gens qui comptent, les élèves de mon école, des gens qui ont fait de la route pour venir juste à cet événement-là. Et ça, en fait, c'est l'expression même de notre potentiel. Pour moi, c'est ça. C'est cette mise en lien. Donc, oui, une grosse flèche dans le cœur tout de suite. Donc, je profite de ce moment-là. Je suis très content que ce soit filmé. Au moins, c'est gravé dans le marbre et dans la roche. C'est inscrit. Donc merci encore une fois, je vais le répéter pendant 48 heures. Merci d'être là, merci à tous, toutes et tous, d'avoir fait la route, de vous être déplacés et de venir profiter de ces 2 jours dans ce cadre exceptionnel. Ce festival donc qui s'appelle le Festival du potentiel humain, et vous allez avoir les conférenciers, les praticiens qui vont vous donner leur approche, leur définition de ce terme-là. Moi je vais essayer vraiment de vous donner en 90 minutes la synthèse de tout ce qui se passe là-dedans. Et franchement, c'est pas simple. C'est pas facile. Il y a un travail qui a été amorcé il y a une 15aine d'années, un long cheminement personnel. Et là, j'arrive à un moment où j'ai envie de tout condenser pour essayer de vous le transmettre. Donc c'est pas simple, surtout dans un temps aussi réduit, mais comme on va le voir, c'est la contrainte qui crée l'innovation. Voyons voir ce potentiel humain. Ma conférence s'appelle l'antifragilité. C'est vraiment un prétexte, c'est vraiment une porte d'entrée. Parce que l'antifragilité, ça va être une des caractéristiques, une de nos aptitudes qui va nous permettre de comprendre ce qu'est véritablement notre potentiel. Mais on va aller plus loin. On va véritablement aller plus loin aujourd'hui, durant ces 90 minutes. Je vais pas pouvoir tout dire. Je vais sortir de cette conférence évidemment frustré de ne pas pouvoir tout vous dire. Par contre, ce que je sais que je vais faire, si vous donnez des pistes, vous lancez, faire des liens avec ce que vont dire les prochains intervenants durant ces 48 heures. Ce que va aborder Steve demain dans l'illusion du soi. Ce dont parlera sans doute Pierre Etchart demain, même si je sais jamais de quoi il va parler, bien entendu, mais connaissant l'animal, je pense qu'il y aura des ponts. Voilà, ça va vous titiller, vous donner envie d'aller questionner les autres intervenants de ce beau festival. Dieu, maestro, tu peux envoyer. Le potentiel humain est notre place dans le monde avec un certain artiste qui s'inscrivait déjà dans la nature. On va parler de ça. On va voir que pour comprendre ce potentiel, il faut comprendre les liens qui nous lient au monde. Pour moi, c'est plus une affaire de dévoilement que de croissance. Même si les deux vont être vraiment liés, en fait, tout est là. Tout est déjà là. Mais bon, je vous ai dit, l'antifragilité, on va s'en servir comme point de départ. Donc maintenant, Dieu, c'est moi, puisque c'est Dieu, il a la zapette. Hop. Est-ce que ça marche ? Ça marche. Ça, les élèves de l'école, vous le connaissez. Hein, c'est trois infographies que vous connaissez sans doute par cœur. Et pour arriver à ce principe d'antifragilité, on va repartir de quelques caractéristiques du vivant. On en fait partie, hein, je pense que vous le savez. Et donc, quand on essaye de définir le vivant, on essaye de comprendre son comportement. Et il y a des phénomènes, il y a des caractéristiques, donc des aptitudes qui lui sont prêtées, comme l'homéostasie. Je vais vous en citer 3, mais c'est très arbitraire, hein, on pourra en parler d'autres. Mais l'homéostasie, j'ai pris cette espèce de figure en aile de papillon, là, comme vous voyez, qui
qui est en fait copié de ce que, dans la théorie du chaos, on appelle les attracteurs de Lorentz. Et on peut voir qu'il y a un mouvement. Hein, il y a un mouvement vraiment assez chaotique. Hein. Il y a plein de lignes comme ça qui tournent, hein, qui forment des ailes de papillon et qui semblent tendre vers un point central. Mais je crois même que j'ai un laser, mais oui, regardez bien, un laser, là, bam. Ça tend vers le point central, sans vraiment le toucher, ni s'y arrêter à un moment. Hein. Et l'homéostasie, c'est cette force qu'on prête au vivant à justement vouloir retourner à un état d'équilibre sans jamais s'y arrêter. Hop, ça y est, je suis à 37,5 degrés à l'intérieur, etc. Ça ne bouge plus, mais tous mes signaux biologiques sont à l'arrêt parce qu'ils ont trouvé l'équilibre. Ça n'existe pas. L'homéostasie, ce n'est pas un état, mais c'est une tension, c'est une force, c'est un mouvement. Ça, à notre échelle, on le comprend très bien, on l'a tous expérimenté. Vous vous coupez et votre peau va avoir tendance à cicatriser, tendance à revenir à un état normal, avec des gros guillemets, précédent. Donc pareil pour votre pH sanguin, pareil pour tous les équilibres à l'intérieur du corps. On a cette force qui tend à revenir vers le centre. Donc l'homéostasie, pour résumer, ce premier H, il va y avoir 3 H. L'homéostasie, c'est ce qui équilibre. L'hormèse, hein, ça c'est écrit sur mon front, hein, tellement que j'en parle, c'est ce qui va permettre aux ailes du papillon d'aller voir plus loin. Okay. On ne peut pas la séparer de l'homéostasie, hein, c'est les faces d'une même pièce, évidemment. On scinde pour satisfaire notre cerveau cartésien, mais évidemment, c'est toujours le même être vivant là, qui est symbolisé par cette figure. Ben, l'hormèse, c'est ce qui renforce. C'est je soumets la structure à un stress, à un choc, et si tout va bien, si elle intègre la chose, si ça ne dépasse pas sa capacité adaptative, elle va pouvoir grandir, s'améliorer. Quelque part, il va y avoir un gain, il va y avoir un renforcement de la chose. Donc l'hormèse, deuxième H, c'est ce qui renforce. Et puis troisième H, que je tiens de mon ami et mentor tout là-haut, là, qui va vous casser la tête demain, l'homéorésie. Ce qui permet. Alors l'homéorésie, au début j'ai pondu cette infographie-là avec toutes ces petites flèches blanches qui influenceraient donc l'organisme vivant et qui rend possible en fait les deux premiers H. L'homéostasie, ce qui équilibre, et l'hormèse. Le tout étant un tout, hein, le tout étant non séparable. Hein, c'est juste que ce sont des aptitudes qui s'entremêlent. Et moi je le faisais comme ça. Parce que, comme Pierre me l'expliquait, c'était voilà, c'est l'environnement qui détermine, etc. Donc je le représentais comme ça. Et puis ma vision, elle a changé. Parce que dire que l'environnement nous influence et qu'on est à l'image de l'environnement, c'est rien que cette pensée-là est dualiste. Rien que cette pensée-là, ben, tout de suite on imagine un sujet, puis l'environnement à côté. On imagine deux choses séparées. Et j'avais donc cette image-là, quoi. Hein. Je voyais l'environnement et les influences qui sont autour comme étant des petites flèches blanches quoi, qui influencent la chose, et l'individu au milieu, là, l'être vivant au milieu, séparé du monde. Ça a un petit peu changé, je vais vous montrer après comment je vois un petit peu plus les choses. Et donc, pour revenir à notre antifragilité, faire un pont avec ce terme d'antifragilité, qui est quand même le titre de la conférence, c'est le penseur, vous le verrez tout à l'heure en photo, Nassim Nicolas Taleb, qui a estampillé ce terme-là pour prendre l'hormèse qui est purement étudiée au niveau biologique et l'élargir à plein d'autres concepts, dont des systèmes non vivants, comme l'économie, la finance, etc., la restauration, c'est un exemple que je prendrai tout à l'heure. Et il s'est posé la question, on sait ce qui est fragile. Ce qui est fragile, c'est ma bouteille en verre, là, que vous ne voyez pas, mais elle est là, si je la pousse, elle se casse, c'est fragile. On sait ce qui est robuste. Bah, c'est une bouteille qui serait en fer, par exemple, elle tombe, il y a un choc, mais elle n'est pas détruite. Qu'est-ce qui serait le contraire? Qu'est-ce qui permettrait, quelle matière, quel terme on pourrait trouver pour dire je fais tomber ma bouteille, elle ne se casse pas, par contre elle s'est renforcée, elle s'est améliorée, elle est devenue encore plus dure. Mais il n'y a pas de terme en fait. Il y a super robuste, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Il y a auto-améliorant. Et donc Taleb a dit on va appeler ça antifragile, parce que c'est l'expression même de l'hormèse, l'amélioration après un choc. Mais si c'est en dehors de la biologie, il nous faut un terme.
eh ben, il a utilisé le terme antifragile. Et pour expliquer la différence entre fragile, robuste et antifragile, il a utilisé 3 allégories. D'un côté, on a... Non, c'est pas ça. D'un côté, on a Damoclès. Vous connaissez la légende. Damoclès, c'est donc un roi qui a une épée au-dessus de lui, suspendue par un crin de cheval. S'il y a un choc, le crin de cheval risque de se rompre et il se prend l'épée sur la tête. Il est hyper fragile. Toute perturbation peut entraîner la mort. Qu'est-ce qui serait robuste? C'est par exemple le phénix. Le phénix, vous le tuez, il renaît de ses cendres. Mais c'est toujours le même phénix. Il n'y a pas d'amélioration. Et qu'est-ce qu'on a comme monstre mythologique qui pourrait représenter l'hormèse et l'antifragilité? On a par exemple l'hydre de Lerne. Vous avez ici. L'hydre, vous lui coupez une tête, il n'a 2 qui repoussent. Bon, allez pas vous amuser à vous couper la tête. Mais c'est ça le principe. Un choc crée une amélioration. Si et seulement si l'individu vivant, l'être vivant, survit au choc. Ça, c'est toujours la condition sine qua non. Donc, antifragilité exprimée par Taleb sous cette formule-là. Et donc, vis-à-vis de l'environnement, pour revenir à l'homéorésie, il y a cette image-là qui m'est venue. Alors, pour un arachnophobe comme moi, ça va un petit peu mieux. Maintenant, je peux regarder cette image-là sans trop frissonner. Mais vous voyez, quand j'ai fait le PowerPoint, j'ai quand même tapé araignée sur Google Images. Premières images, c'est... Wow. Faut s'accrocher, surtout si c'est tôt le matin. Mais bref, j'ai vraiment aimé cette image. J'ai vraiment aimé cette image-là. Pourquoi je l'ai aimée selon vous? Il y a un détail qui est important. Question pour un champion. 3 points, 2 points, 1 point. L'araignée est à l'envers, me dit Véro. L'araignée est de la même couleur que la toile. On n'arrive pas à différencier véritablement la toile de l'araignée. Et c'est ça, en fait, mon pressentiment, que quand on dit qu'on est complètement intriqué avec l'environnement et qu'il nous codétermine, qu'il y a une codétermination entre le sujet et l'environnement, c'est que cette véritable intrication ne nous permettrait même pas de parler de dualisme. Et que donc, je pense que l'araignée, elle fait véritablement corps avec sa toile. Elle fait tellement corps qu'elle sait qu'il y a un papillon qui s'est posé dans sa toile de l'autre côté, immédiatement. Et qu'on a sans doute cette relation même avec notre propre environnement. Et donc, pour moi, l'homéorésie, elle ressemble plus à un truc comme ça. Où l'être vivant est complètement intriqué dans l'environnement avec lequel il tisse des liens. Et évidemment, dans l'environnement, il y a l'autre. Donc voilà. Comment ça se passe, pour moi, dans ma tête. Donc, revenons sur antifragilité. Je vais faire un ping-pong, ça va être un ping-pong cette conférence évidemment. Je vais essayer d'explorer ces concepts qui sont importants pour moi. Et Taleb, pour parler de l'antifragilité, pour parler de cet environnement qui nous codétermine, et parce qu'il nous codétermine, on est antifragile, il nous dit bien un point clé, central, qui permet notre antifragilité, c'est que cet environnement-là, dans lequel on est complètement intriqué, il est volatile. Il est hasardeux. On ne peut pas le prévoir. Et c'est parce qu'il est hasardeux qu'on a développé en nous cette capacité adaptative. Si on pouvait prévoir la chose, ce serait facile, ce serait confortable. Il n'y aurait plus jamais d'amélioration. Et il prend le paradoxe de la dinde. J'adore le paradoxe de la dinde, où on a Monsieur Dindon, là, qui parle à ses dindes. Il dit, bon, écoutez, les cocottes, ça fait plusieurs mois que notre population augmente de manière linéaire. Et je prévois que aux alentours de Thanksgiving, on va connaître une augmentation, toujours dans la même veine, etc. Et en fait, Monsieur Dindon, il n'a pas compris, il n'a pas anticipé le fait que toutes les dindes sont arrivées à la bonne taille, au bon poids, et que à Thanksgiving, elles vont tous se faire trancher la tête pour être mangées. Et donc là, la population va s'effondrer. Ce genre de... Taleb appelle ça des prolongeurs de courbes. Ce genre de statisticiens qui pensent que les choses sont linéaires et qu'on peut toujours tout prévoir, c'est vraiment les pires ennemis de Taleb. Taleb nous dit bien, il y aura toujours des événements qu'on qualifie de signes noirs, les signes CY, l'oiseau.
On pense tous que les signes sont blancs, jusqu'au jour où vous allez en Australie et vous voyez tomber sur un signe noir. Truc que vous n'avez jamais prévu, enfin, dans votre esprit, vous n'avez jamais prévu qu'il puisse exister des signes qui sont noirs. Par exemple, la crise de 2008. Taleb avait bien dit, nos systèmes financiers et économiques et banquiers sont suroptimisés, c'est-à-dire ils évitent toute perturbation et tout choc, on suroptimise la chose, et parce qu'on suroptimise trop le système, le prochain choc va tout mettre par terre. Et il a bien eu raison, Lehman Brothers, etc., et crise de 2008. Donc, un système antifragile, c'est un système justement qu'on ne va pas préserver des petits chocs, c'est les petits chocs qui le renforcent. Si vous le préservez, et ça évidemment, je parle d'un système, mais vous pouvez dire évidemment nous, si nous nous préservons à notre échelle de toute variation de température, tout chaud ou froid, tout inconfort, les petits inconforts du quotidien, quand il y en aura un gros, on ne sera pas prêt. En gros, c'est ça que ça veut dire au niveau biologique et comportemental. Donc, l'environnement hasardeux prend soin de nous, en fait. La nature, par son caractère volatile, prend soin de notre antifragilité. On n'a presque rien à faire, si et seulement si on se place dans l'environnement naturel. L'hormèse, donc le pendant biologique véritablement de l'antifragilité, avec notre cher Hugo Schultz en 1888 qui utilise ce terme d'hormèse pour la première fois, ça peut être défini par la surcompensation bénéfique d'un système suite à un stress. C'est-à-dire que vous avez une exposition à une dose. Alors lui, il utilisait des poisons pour faire proliférer des levures. Il s'était rendu compte que s'il mettait un tout petit peu de poison sur des champignons, ça les faisait proliférer. S'il faisait trop de poison, évidemment, ça les tuait. Une petite stimulation, il y a une réponse de bénéfice. Par contre, si on dépasse là, qu'on utilise trop de poison, c'est harmful, donc c'est délétère. Ça, vous allez le retrouver dans le bain froid, vous allez le retrouver dans le sauna, vous allez le retrouver dans l'exercice physique, peu importe. Ça, c'est véritablement l'hormèse qui, selon Taleb, est la norme, et c'est son absence qui nous cause du mal. Comme je vous ai dit, c'est l'absence des petits chocs au quotidien, à vouloir chercher la linéarité, le douiller tout le temps, sans connaître l'inconfort, qui nous cause du mal. C'est l'hormèse qui devrait être la norme. Là, je suis très content d'avoir, vous avez eu, Élise et Léo ce matin. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes tout là-haut. Élise et Léo ce matin, avec qui vous pourrez parler des heures et des heures de l'exposition au froid, de respiration. Mais c'est ça, Taleb, dans son livre Antifragile, parle bien de l'exposition volontaire au froid, de l'hypoxie et de l'hypercapnie, c'est-à-dire des situations où on manque d'oxygène quand on travaille, technique de respiration, en apnée, etc. De l'hypercapnie, c'est-à-dire une accumulation en nous de CO2, bref, vous verrez les détails avec ça, mais on rejoint vraiment ce principe-là. Et on a notre Fabrice Vivier-National qui est ici, grand praticien de musculation, de bodybuilding. Tous les pratiquants de musculation, mais même les sportifs, connaissent ce principe de surcompensation positive. Ils savent très bien qu'ils vont à la salle de muscu, ils soulèvent de la fonte, ils mangent, ils dorment, ou à l'inverse, sens inverse. Le lendemain, ils auront reconstruit plus de muscles qu'au départ. On connaît ces surcompensations positives dans notre vie, mais ça c'est vrai pour votre système nerveux, votre système hormonal, votre système osseux, etc., etc. Et c'est vrai pour notre mental. Ces images, elles sont trop fortes. Surtout l'image du militaire, là, c'est fou à quel point l'inattendu nous touche. C'est-à-dire, c'est beau des gens qui s'embrassent et qui pleurent, mais c'est surtout beau. C'est souvent très touchant quand c'est des grands gaillards et qu'on ne s'attend pas à ça. Le militaire qui rentre du front de guerre, qui retrouve sa famille. Et on parle souvent, dans ces cas-là, de PTSD, les syndromes post-traumatiques, qui sont un état de fait. C'est vrai qu'on peut développer des traumatismes en étant déployé sur les fronts de guerre et en revenant après à la vie normale, et c'est très difficile de s'y réhabituer. Mais on s'intéresse peu à la croissance post-traumatique. Parce que dans ces épreuves-là, il y aura de toute façon quelque chose en vous qui grandira. Immanquablement.
que ce soit mentalement ou physiquement. On a Théophile Curin, là, qui est un ami de David Smetanine que vous allez avoir en conférence. Je suis très, très, très content de l'avoir en conférence, un grand champion paralympique qui va nous faire l'honneur d'être ici pour le festival. Et Théophile Curin, ici, grand champion de natation aussi. Durant son enfance, ses parents ont dû prendre la lourde décision de l'amputation des 4 membres, parce qu'il a contracté une maladie. Et ce jeune, pour moi, c'est l'expression même de la croissance post-traumatique. C'est-à-dire, il avait en horreur l'eau, en horreur la natation. Et le truc, c'est que quand il est devenu handicapé, le seul lieu où il ne sentait plus son corps, c'était l'eau, c'était la natation. Donc d'une faiblesse totale, d'une peur, il a fait l'une de ses plus grandes forces, et la natation est devenue son sport favori. Et donc c'est devenu un grand champion. Donc si ça, c'est pas une croissance post-traumatique, ce qui nous fait dire que les épreuves nous renforcent, peu importe l'interprétation que l'on en fait, à partir du moment où l'on y survit. Le surplus d'énergie libéré par l'exposition au stress pousse à la créativité et à l'innovation. Créativité qui sera évidemment un thème abordé demain par Noémie. Pour moi, sans cette contrainte préalable, sans cet inconfort de l'imprévisibilité, il n'y aurait ni créativité ni innovation, et on va voir comment dans le vivant, pour un organisme vivant, ça se manifeste par l'augmentation de la complexité. Alors si vous souhaitez progresser, attirez-vous des ennuis. C'est ça le truc. Attirez-vous des ennuis. Puisque si vous n'attirez pas des ennuis, si vous restez dans la linéarité, dans le confort, il ne se passera rien, il n'y aura pas d'innovation et de créativité. Et un grand champion comme Mohamed Ali, il avait bien compris. Lui, sa mère lui préparait son petit déjeuner tous les matins et son déjeuner. C'est-à-dire part à l'école avec le déjeuner pour midi. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il bouffait les deux en même temps. Il se forçait à manger son midi, comme ça, arrivé à 12h, il n'avait rien à bouffer, et donc il devait se débrouiller pour trouver à manger. Il allait troquer un truc avec ses copains. En fait, il se foutait volontairement dans la merde, quoi, pour pouvoir faire preuve de débrouillardise et de bricolage. 2 mots qui sont très chers à Taleb. Le bricolage, la débrouillardise. L'humilité, donc, face à ces épreuves, c'est la garantie de notre potentiel. Si on ne sait pas, comme Ali, qui était toujours au clair par rapport à ses fragilités, par rapport à ses défauts, lui, il voulait être le meilleur. Il voulait être connu. La boxe, ça a été un prétexte, mais il voulait avant tout être reconnu. Il savait tout de suite ses points de progrès, là où il fallait qu'il s'améliore. Et il mettait donc les conditions nécessaires pour améliorer tout ça. Donc, une grande humilité face aux épreuves pour pouvoir apercevoir les aspérités à polir de notre être. Pour moi, l'humilité, c'est la garantie, c'est le garant, quoi, le garde-fou. Il y a peu de temps, j'ai fait un bain froid, j'ai emmené un de mes amis qui se reconnaîtra et que j'embrasse, faire un bain froid. Mais en plus, encore une fois, c'est un gros gaillard, un grand gaillard. Mais on sentait que le bain froid, non, c'est pas son truc. Non. Bain en rivière, torrent de rivière, là, 2 degrés, ça court. Mais il y va quand même. Et on rentre dans l'eau, il prend son temps, c'est pas facile. Il souffle beaucoup. Vraiment, on sent l'épreuve, quoi. Et il ressort beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions qui sortent, etc. On s'assoit calmement au bord de la rivière, je laisse un peu de temps passer comme ça. Et là, il dit sans doute l'une des plus belles choses qu'on m'ait jamais dites. Il va falloir que je dise ça sans être ému, ça va être chaud. Il me dit, il y a 10 ans à peu près, j'ai perdu un enfant, et c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée. Et il me dit, pourtant, je suis triste tous les jours. Hein. Il n'y a pas un jour où je n'y pense pas. Mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Il avait, au fond de lui, ressenti vraiment à quel point les épreuves nous construisent. Véritablement. Et que si on vous propose d'une baguette magique d'annuler véritablement ce qui est arrivé de terrible dans votre vie,
Sans doute que la réponse devrait être non. Laissez les épreuves et les moments durs où ils sont passés, comme autant de jalons qui vous ont construit. Et ça, c'était magnifique. Donc, les PTSD, ça existe, les traumas, ça existe, mais il faut penser aussi, et Taleb nous martèle avec ça, qu'on connaît des croissances post-traumatiques. C'était le seul moment larmichette de l'histoire, vous inquiétez pas, il n'y en a pas d'autre. Voilà le monsieur. Je vous parle de Taleb depuis tout à l'heure, mais le voilà enfin en image. Alors j'ai choisi une photo super classe en noir et blanc, mais c'est vrai qu'il est classe quand même. La nature ne pense pas en termes de survie, mais d'évolution. C'est pas tant la phrase de Nietzsche qu'on utilise souvent pour qualifier d'Hormèse que de tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. C'est plutôt tout ce qui me tue renforce le groupe. Parce qu'on comprend bien que ni Mohamed Ali, ni ceux d'avant sont pas immortels. Ça, je vous ai dit bien, il faut que l'organisme vivant il survive à l'épreuve. Mais c'est le risque de mourir qui compte. C'est le fait de jouer sa peau. Et au niveau cellulaire, à l'intérieur de nous, c'est le fait que chaque cellule, par exemple, si on prend le système immunitaire, mais chaque globule blanc puisse mourir, et quand elle meurt, elle informe les autres cellules du système immunitaire, qui fait que le système en tant que tel, le système immunitaire, il est antifragile, il connaît l'hormèse, il peut s'améliorer. Ah, il y a eu une information qu'il y a une cellule, un globule blanc qui vient de mourir, et ça va m'aider à construire mon système antifragile, à renforcer l'entièreté de la chose. Et Taleb, pour exprimer ça, il utilise aussi donc des systèmes non vivants. La restauration. La restauration, pour moi, c'est un exemple qui est très parlant. C'est-à-dire, c'est parce que chaque restaurant est mortel, il peut connaître la faillite, en gros, il peut mettre la clé sous la porte, que le système de la restauration est antifragile, il va s'améliorer. C'est parce que chaque restaurant donc craint la mort que le chef va inventer de nouvelles recettes. Il va innover dans ses menus, etc., etc. Et que donc il va y avoir une saine concurrence entre tous les restaurants et on va élever la gastronomie française à ce qu'elle connaît maintenant, c'est-à-dire un état de l'art. Voilà. S'il n'y avait pas ça, on mangerait tous fast-food. Il y aurait un nivellement par le bas constant. Il n'y aurait pas de progrès. Donc, c'est parce que chaque unité du groupe est mortelle, c'est notre fait d'être mortel qui crée l'antifragilité. Et donc Taleb nous dit bien, c'est même pas en termes de survie que pense la nature, mais c'est en termes d'évolution. C'est sur long terme. Il y a une autre phrase que je ne vous ai pas notée là, mais si l'homme livre son dernier combat, la nature prépare le prochain. Et donc, c'est tout ce qui peut me tuer renforce le groupe. C'est parce que je suis mortel et vivant que le groupe est antifragile. Et mortel et vivant, vous voyez bien que j'utilise de manière interchangeable. D'ailleurs, on utilise même le terme de mortel pour parler d'un vivant. Un vivant, c'est un mortel. Ce qui donne le sens à la vie, c'est bien la mort. S'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas de vie, très concrètement. Et donc, la simple phrase, la simple compréhension de l'antifragilité peut nous faire arriver à la conclusion que je suis vivant et mortel pour le groupe, je suis vivant et mortel pour l'autre. Et si on élimine vivant et mortel, puisque quand je dis je suis, c'est implicite, je suis vivant, quoi. Je suis, du verbe être. On peut enlever vivant et mortel qui sont des synonymes, comme on l'a vu, et très rapidement on arrive je suis pour l'autre. Je ne vais pas m'arrêter là, mais ça pourrait être la conclusion. Je suis très content de mettre après Taleb un de mes amis, Idriss, qui continue à m'inspirer, continuellement. Avec cette longue citation que je vais vous lire, parce qu'on va embrayer depuis ce point de l'antifragilité vers des choses un peu plus larges et englobantes qui me tiennent à cœur, notamment au niveau de la biologie. Aux biologistes, il semble encore plus élégant et beaucoup plus étayé sur l'actuel plan scientifique d'admettre que les formes d'organisation du vivant connues sont le fruit émergent de comportements soumis à la seule contrainte d'exister pour entretenir leur existence. D'exister en grand nombre pour exister en grand nombre, et d'exister en grand nombre pour exister demain.
le tout s'inscrivant dans une vaste et merveilleuse unité d'ensemble qui, loin de dénier un être transcendant, le rend fascinant à connaître. Là, il y a exactement ce que je viens de vous dire. Exister pour exister, avec l'homéostasie, l'hormèse. On sent bien que l'unité se crée d'un individu. Mais l'individu tout seul, il est rien. L'individu, il est parce qu'il y a un groupe. L'individu, il est parce qu'il a une niche écologique, comme on va le voir. C'est des termes vraiment qu'emploient les chercheurs dont je vais parler par la suite. Donc il existe pour l'autre, en grand nombre. Et il existe en grand nombre pour exister en grand nombre. On est en grand nombre pour pouvoir se maintenir en grand nombre. Et on est en grand nombre pour exister demain. Et ces chercheurs-là, qui m'ont vraiment, ces dernières années, accompagné, vraiment accompagné, c'est Francesco Varela et Maturana, qui arrivent avec ce terme d'autopoïèse, que vous voyez ici. On en a un petit peu parlé hier dans les questions-réponses avec les élèves. Et l'autopoïèse, Varela le définit comme ceci. Un système autopoïétique est organisé comme un réseau de processus de production de composants qui régénèrent continuellement par leur transformation et leur interaction le réseau qui les a produits. C'est-à-dire, à l'intérieur, ça se transforme et ça se crée pour pouvoir s'entretenir soi-même. Constitue le système en tant qu'unité concrète dans l'espace. Okay. Unité concrète dans l'espace, moi-même par exemple, ou la cellule, en spécifiant le domaine topologique où il se réalise comme réseau. C'est-à-dire, moi, je suis un réseau, et je spécifie mon milieu qui m'entoure. Si tu m'enlèves, je prends une analogie, une usine qui ne serait pas autopoïétique, une usine de fabrication de voitures, si vous voulez. Ben, une usine de fabrication de voitures, c'est pas un système autopoïétique. Une usine qui fabrique elle-même, son usine qui fabrique les pièces de ses murs, qui fabrique les pièces de tout ce qui la compose, ça c'est un système autopoïétique, comme on pourrait commencer à l'imaginer. Il faut que ça se fabrique lui-même. Okay. Donc quand on fabrique des voitures avec une usine, c'est pas bon. Une voiture qui fabriquait une voiture, hein, on commence à toucher à un truc, mais une voiture qui se fabriquait elle-même, donc, et qui spécifierait, alors je reprends, je vais continuer, je vais filer à la métaphore de l'usine qui fabrique une usine. C'est parce qu'il y a une usine qui fabrique une usine à cet endroit-là que je veux dire que c'est une zone industrielle, comme on connaît dans les villes. Si j'enlève l'usine, c'est plus une zone industrielle, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus besoin d'appeler ça, j'appelle ça une zone. Donc c'est le fait même qu'il y ait cette zone-là qui influence le milieu dans lequel elle se trouve. L'être humain, les êtres vivants, c'est ça. Vous enlevez le tigre de la jungle, c'est plus vraiment la jungle. Parce que normalement, la jungle, il y a un tigre dedans. Vous voyez ce que je veux dire ? Et le tigre, il se nourrit de ça. Il s'ensuit qu'une machine autopoïétique engendre et spécifie continuellement sa propre organisation. Elle accomplit ce processus incessant de remplacement de ses composants parce qu'elle est continuellement soumise à des perturbations externes. Elle est continuellement soumise à des perturbations externes. Et là, normalement, Taleb, il aimerait mettre entre parenthèses des perturbations externes hasardeuses, volatiles, des perturbations externes qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est pour ça que c'est des contraintes. Si on pouvait les prévoir, ce n'est pas vraiment des contraintes. C'est ça qui est important. En fait, le message clé de Taleb dans Antifragile, c'est le terme hasard, volatile. Et donc constamment forcé de compenser ces perturbations. Ainsi, une machine autopoïétique est un système à relations stables dont l'invariant fondamental est sa propre organisation. Le réseau de relations qui la définit. Et là, pour moi, il y a tout. En fait, vous savez, il y a toujours. Ce qui est important, c'est toujours écrit entre parenthèses. Je trouve ça dingue. Même moi, quand je le fais, je ne me rends pas compte, mais je dis un truc entre parenthèses, c'est là où je mets le plus important. Voilà. Je l'ai quand même mis en gras, là. Si on a cette intrication avec le monde, hein, le réseau de relations qui nous définit, je vous bassine plusieurs fois, là, avec le mot intrication, mais je peux sortir ça de mon chapeau, quoi. Je vais essayer de vous le prouver maintenant. Mais si on a cette intrication avec le monde, des liens qui nous déterminent, eh ben, ça rejoindrait la pensée de Nietzsche. C'est toujours bon de citer Nietzsche à un moment dans vos conférences, hein, c'est un truc que je vous donne. La pensée de Nietzsche qui dit « Notre position historique, et l'on n'en voit pas la fin,
c'est de devoir philosopher sans fondement. Ben, c'est vrai que si je suis intriqué dans tout, je vois pas vraiment mes fondements, quoi. Là, je vois mon pied, mais si j'ai un lien qui me relie avec mon environnement, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire par l'air, par les énergies telluriques, par tout ça, où est-ce qu'elle est ma limite? Est-ce que je peux me délimiter, c'est-à-dire tracer mes limites? Ben non, j'ai plus vraiment de fondement. Mon fondement, c'est l'univers, quoi. Je sais pas. Où est-ce que j'arrête la chose? Où est-ce que je mets un stop? Ça va être très arbitraire. Bon, bah, ça va être la peau. Allez, on va dire que c'est la peau. Généralement, dans notre tête, c'est la peau, quoi. Ah, mais la peau, c'est une surface d'échange, c'est une surface d'interaction avec le monde. Donc, c'est arbitraire d'arrêter ça. Et ben Nietzsche, il avait peut-être touché du doigt, en tout cas, ce que les bouddhistes appellent le sunyata. Donc là, on a notre Steph qui pourra nous en parler énormément. Finalement, les diverses formes d'absence de fondement, le sunyata, dans le bouddhisme, n'en forment qu'une. L'organisme et l'environnement s'enveloppent et se dévoilent mutuellement dans la circularité fondamentale qui est la vie même. Bon, ça, c'est ce qui est dit dans les textes. Moi, ce que j'entends, et je peux vous dire que j'en ai gratté du papier pour arriver à des conclusions comme ça, mais c'est je pense que ce qui est, en tout cas actuellement, c'est ce qui me touche le plus et ce qui est le plus important pour moi. Pour apprécier ce que j'ai et donc qui je suis, parce qu'on sent bien que ce que j'ai sous la main, c'est mon identité même qui me relie au monde. Donc c'est interchangeable. Pour apprécier qui je suis, il me faut abandonner qui je pense être. Ouais, parce que nos sens nous trompent, là. Encore une fois, si je pense à moi, je ferme les yeux, je m'arrête à ma peau. Je ne suis pas du tout dans la niche écologique de l'autopoïèse de Maturana, qui est l'organisme vivant défini par son environnement. J'ai du mal à le voir. Je peux parfois le ressentir instinctivement, quand je me sens bien, quand je suis en forêt. Et on va voir tout à l'heure pourquoi. Je peux le ressentir. Mais le premier sens, la première perception du monde est trompeuse. Et l'image que j'ai de moi-même, donc, il faut peut-être que j'arrive à en décrocher. Le désir d'obtenir un jour un point de vue objectif s'efface devant la réalisation que l'œil qui regarde ne peut se voir. Très concrètement, si je suis intriqué dans tout, si je suis l'araignée du début qui est complètement prise dans sa toile, il n'y a pas un monde, en fait, où je peux être autre chose que l'araignée prise dans sa toile. Il n'y a pas un moment où l'araignée, elle sort de la toile, elle regarde la toile et elle y est toujours. Ben non, elle vient de partir de la toile. Donc déjà, c'est plus vraiment la toile, il n'y a plus l'araignée. Vous voyez ce que je veux dire? L'œil qui regarde, il ne pourra jamais voir l'œil. Donc l'objectivité, le concept même d'être objectif. Quand je vous dis, je vais essayer de vous donner un avis objectif. Ouais, déjà là, antinomie au possible, ça ne marchera pas, ton histoire. Mais bon, ça remet beaucoup de choses en cause, hein, parce que l'objectivité, c'est toujours ce qu'on recherche quand on veut être, encore une fois, le plus neutre, le plus impartial. Et par rapport au fait de se tuer soi-même, hein, moi j'utilise un terme fort, mais c'est ça, casser le modèle que l'on a de soi-même, beaucoup de gens nous le transmettent. Là, on a deux personnes qui m'ont vraiment inspiré, non pas par leurs abdos, mais plus parce qu'ils se disent, parce qu'ils pensent. On a David Goggins, ici, l'un des seuls, même je pense que c'est le seul à avoir fait ces 3 corps d'armée aux États-Unis, donc les Navy Seals, les Rangers, l'Air Force, qui est maintenant plutôt un speaker, donc à faire des conférences qu'autre chose, mais il est toujours dans le monde de la performance aussi. Et Matt Fraser, 5 fois champion du monde de CrossFit. Vous aurez un atelier de CrossFit durant ce week-end. Qui ont dit plus ou moins la même chose. Il dit, en gros, il a fallu que je me tue. David Goggins, il dit, quand je me mets dans il fait des ultra-trails, vous savez, des ultra-marathons, ultra-trails, etc., beaucoup de trucs sportifs. Quand dans mon esprit ça commence à vaciller, que je commence à perdre pied, j'ai plus le moral, j'ai plus le mental, je me dis je vais abandonner, je vais arrêter, etc. J'utilise, en fait, je me parle à moi-même, à la 3e personne, et j'utilise le mot Goggins. Je me parle plus en tant que David, maintenant je suis Goggins. Et quand je suis Goggins, genre je suis Terminator, quoi. Il peut plus rien m'arriver. Il switch de personnalité. Matt Fraser, pareil. Pour devenir 5 fois champion du monde d'affilée de CrossFit, il a dit, en gros, il a fallu que j'abandonne le modèle que j'avais de moi-même. L'idée que je me faisais de moi-même. Puis là, il y a une petite phrase. Voilà, je la pose là.
L'homme ne se voit pas comme il se voit comme il se pense. Une phrase qui est martelée par mon cher mentor, qui est un très bon mentor, parce que les bons mentors, vous savez, ils vous montrent juste la première marche. Ils disent, l'escalier, il est là, hein, mais je te dis pas ce qu'il y a en haut. Je te montre, voilà, une marche de plus. Il éclaire juste la suite, pour que le chemin soit parcouru par la personne. Puisque si on comprend les principes d'autopoïèse que je vous ai présentés et ce qui va être dit par la suite, on comprend que le chemin ne peut être fait qu'en marchant. Et c'est en marchant que le chemin se fait. Hein, s'il y a une intrication entre le sujet et l'environnement, qu'il y a une codétermination entre les deux, c'est que le chemin se fait en marchant. Vous êtes toujours là? Bon. Dans le fait de casser... Rigolez pas, hein. Partez pas en fou rire maintenant. Le fait de casser le modèle que l'on a de soi, c'est pour faire la continuité avec la phrase de Pierre, l'homme ne se voit pas comme il se voit comme il se pense. Là, j'aurais mis 3 petits points, et la manière dont il se pense détermine son champ des possibles. La manière dont vous voyez, vous percevez vous-même, détermine votre champ des possibles. Là, il y a un grand monsieur que j'aime énormément, Carl Friston, qui est l'un des neuroscientifiques les plus cités au monde et les plus reconnus, qui raconte cette anecdote dans un podcast. Il parle de cette expérience qu'ils ont fait, alors je ne sais plus si c'est à Harvard ou à Stanford, mais c'est pas ça qui importe, sur le campus de la fac. Ils font une expérience. Ils vont piéger des étudiants le jour des portes ouvertes de la fac. Et donc, les jours des portes ouvertes, vous savez, dans les universités, il y a à la fois des touristes qui viennent visiter, il y a les familles des étudiants, puis il y a les étudiants, tout le monde est mélangé, en fait, dans le campus. Et on a quand même des étudiants qui ont le pull de Harvard. Donc, on sait que c'est un étudiant de Harvard. Et là, il y a ceux qui participent à ce piège, à cette expérience. Ils vont essayer de piéger donc un étudiant, et ils se font passer pour des touristes, et ils vont voir l'étudiant et dire excuse-moi, enfin une personne donc qui dit excuse-moi, tu connais pas, tu savais pas où est le bâtiment C parce que je dois rendre au bâtiment C, etc. Alors l'étudiant là, l'étudiante en l'occurrence, commence à répondre le bâtiment C, etc. Je sais pas. Et pendant qu'elle répond, il y a deux types qui passent avec une porte entre les deux. Et on switch. L'étudiante en fait devient une autre étudiante, enfin, on switch vraiment de personne, quoi, hein, on change de personne. On change de personne complètement, un autre visage, mais toujours le même pull de Harvard. Et là, le touriste, il se retourne, il face à une nouvelle étudiante, mais toujours avec le pull de Harvard, et il continue sa réponse. Comme si de rien n'était, continue sa réponse. Pourtant, ça a changé de personne. Continue sa réponse. Mais parce qu'un étudiant de Harvard sur le campus de Harvard, c'est logique. C'est un modèle qui colle. On n'a pas besoin d'un visage. Pas besoin d'un visage. C'est lambda, comme on dit. C'est remplaçable. L'effort du cerveau pour changer, pour se rendre compte que c'est une autre personne, pour casser le modèle qui s'était fait dans sa tête, que ça restera la même personne du début à la fin de la conversation, c'est plus coûteux. C'est beaucoup plus coûteux. On ne peut pas faire l'effort. Okay. Les modèles que vous avez en vous, de vous-même. Pour les casser, on va dire que je suis pas comme ci, je suis pas comme ça, je suis plutôt comme ci, et même si c'est pour rester dans une forme de malheur. L'être humain préférera toujours le malheur à l'incertitude. Même si c'est pour soigner le dogme qui est, vous sentez bien, néfaste, qui est une sorte d'auto-sabotage. Même si c'est pour aller vers du mieux, ça coûte de l'argent mental, de l'énergie. Donc c'est coûteux tout ça, il faut faire un effort, il faut produire un effort. Et ça donc, Carl Friston donc, a estampillé le principe d'énergie libre de la manière suivante. Notre touriste, quand il était face aux étudiants de Harvard, il faisait des projections sur l'étudiant. Hein. C'était des modèles qui projetaient, il cherche à anticiper ce qui va se passer. Notre système, notre esprit, notre cerveau, si vous voulez, est une machine à anticipation. Machine à anticiper ce qui va se passer dans les prochaines microsecondes, secondes, etc. Est-ce que je vais plutôt aller là? Qu'est-ce que je vais ressentir quand je vais aller là? Sans cesse, j'anticipe la chose. Et le job de mon cerveau, et de mon système nerveux, et de mon être en entier, c'est de faire correspondre mon anticipation avec mon observation.
qu'il y ait le moins possible de différence entre les deux. Parce que toute différence sera considérée comme une erreur somatique, une énergie déployée pour rien. Si je prévois 100 et que je connais 120 ou que je connais 80, il y a un delta de 20, il y a une différence de 20, ça c'est de l'énergie libérée. C'est pour ça que ça s'appelle Free Energy Principle, de l'énergie libérée pour rien. Je n'aurais pas eu besoin d'être libéré si j'avais prévu 100 et qu'il y avait eu 100. Okay. Autrement dit, l'histoire que vous vous racontez dans votre tête, quand vous allez faire un stage avec Léo et Élise pour faire des bains froids. Quand vous vous dites « Oh, punaise, ça va être froid ». Évidemment, ça va être froid. Il y a un bain, il y a des glaçons dedans, donc ça va être froid. Mais si vous vous dites « Oh, je vais me les geler, ça va être terrible, je vais mourir ». Peut-être je vais mourir, autant je vais mourir. Il y a toutes les chances pour que votre corps veuille correspondre à cette prévision. Okay. Parce que c'est mieux de correspondre à la prévision. Il y a moins d'entropie, il y a moins d'énergie libérée, puisque on parle d'entropie pour exprimer ce phénomène de dispersion, de dilution de l'énergie, même si ça mériterait d'être étayé tout ça. Mais à contrario, ce que nous dit Friston, c'est que tout progrès vers un but évalué comme positif par l'agent, donc la personne qui agit, engendre une réduction de cette entropie. Et ça, c'est vachement important. Quand vous considérez un objectif positif et que vous mettez en place les routines, la discipline pour l'atteindre, à chaque moment, ça fait en sorte que votre cerveau et votre esprit et tout ça connaissent une réduction de l'entropie. Ça, c'est très bon, ça. Ça, si vous voulez retenir ça, c'est bien. Un autre grand monsieur dont je voulais parler, Sébastien Boller. Alors là, c'est cool parce qu'il est français en plus. Un autre neuroscientifique qui a été très connu pour le bug humain. Et moi, j'aime beaucoup son livre « Où est le sens ?», où il nous parle de cette région du cerveau, le cortex singulaire antérieur, et qui nous dit certes, le cerveau humain est une machine à anticipation, à prédiction, c'est surtout une machine qui veut du sens, qui cherche à faire monter, et j'anticipe déjà en disant énacter, comme si c'est mon action, ma perception qui donnait un coup de pelle dans le monde pour faire émerger la signification. Et ça, je cherche à l'avoir. Et quand j'ai pas la signification, quand il y a un truc qui correspond pas à mon monde, quand je vois que j'ai un trou carré et qu'on essaie de faire rentrer un rond dedans, ça envoie un signal d'erreur dans le corps, dans le cerveau, en particulier dans le cortex singulaire antérieur. C'est lui qui tire un signal d'alarme. En gros, pour vous dire les choses plus simplement, et pour utiliser un exemple, partout dans le monde, vous allez, il y a un feu rouge, il faut s'arrêter en voiture. Feu rouge, je m'arrête. Ou un panneau stop, on s'arrête. Si vous voyez quelqu'un griller un feu rouge, vous sortez de vos gonds. Il y a un truc en vous, c'est pas bien ça. Mais pourtant, c'est pas vous qui vous en foutez. Mais non, sentez, ça fait mal même de le voir. Oh, il a grillé un stop. Et c'est au-delà du fait, ouais, c'est dangereux, d'accord. Mais il y a vraiment en nous viscéralement, ça c'est pas normal. C'est pas dans le code. Bon, c'est pas dans le code de la route déjà, mais c'est pas dans le code, dans nos normes. Et bien là, à ce moment-là, le cerveau, le cortex singulaire antérieur, il envoie un signal d'alarme. Lui, il cherche le sens. Si ça fait pas sens, c'est pas bon. S'il y a le sens, ah ouais, c'est cool. Okay. Et c'est pour ça, je vous invite à lire le livre de Sébastien Boller qui est vraiment très pertinent. C'est pour ça que tous les rituels gestuels qu'on a inventés dans les premiers temps, où on faisait des cérémonies tous ensemble, et on passait du temps avec les mêmes gestes qu'on faisait en miroir des autres, les valeurs sacrées qu'on transmet, qu'on a essayé de transmettre d'une manière sans doute détournée et sans doute critiquable de nos jours à travers le sacré, les religions et tout ce qu'on en a fait. Au début, religion, ça veut dire relier les hommes, relier les êtres humains, qui est fait pour se rassembler. Parce que dans ce but-là, on se rassemble autour de codes qui font sens pour nous. Parce qu'on vit dans un monde qui est profondément hasardeux, comme nous le dit Taleb, profondément imprévisible. Et si on n'a pas des piliers pour nous soutenir, c'est très complexe de progresser là-dedans, sans que lui, là, le cortex singulaire, s'allume à chaque instant. Il nous faut du sens. On a besoin de sens, c'est bon pour notre physiologie.
Ah, mais comment on fait? Parce qu'en 2023, on nous propose un monde justement où on casse tous les codes. C'est très difficile de sortir du sens du monde actuel. Surtout où un monde, le paradigme qui nous est proposé, il est en bleu ici, il est de ce côté-là, où la norme, ce qui fait sens, vous voyez, dans la bulle bleue, c'est la normalité et ce qui fait sens. C'est le confort et la linéarité. C'est ce qu'on nous promet tout le temps. Un emprunt sur 20 ans, une maison que vous allez rembourser toute votre vie. Ce qui est marque de réussite, c'est de pouvoir mettre la clim et le chauffage en été, en hiver. Tout ça, c'est ce qu'on nous promet comme étant la réussite, quoi. Comme si on pouvait échouer sa vie. C'est terrible. C'est l'idée la plus mortifère qui soit. Même pas mortifère. L'idée de la non-vie, c'est qu'on aurait la possibilité de l'échouer, quoi. Bref, ce qu'on nous promet comme monde, ce qu'on nous propose en tout cas, c'est ça, où l'épanouissement serait un truc dans ce genre-là. Là. Par contre, ce qui n'est pas normal et ce qui ne fait pas sens, c'est le hasard, la volatilité, c'est l'inconfort et l'imprévu. L'inconfort, personne n'en veut. L'inconfort, Léo et Élise, vous pourrez témoigner, même il y en a plein parmi nous qui, tous les ateliers sportifs, le crossfit, etc. Quand on dit qu'on fait ce genre d'activité-là, qui font mal, qui piquent, qui font froid, etc., les gens nous regardent des grosses billes généralement, mais pourquoi tu te fais du mal? Qu'est-ce que tu fais là? On sent qu'il y a une incompréhension totale. Ouais, parce que si on vient de ce monde-là, tout ça, ça fait pas sens pour eux, l'inconfort, etc. Le cortex singulaire antérieur, il leur envoie un signal, ça fait pas sens. Non, c'est pas ce que m'a dit le journal de 20h. C'est pas normal, ça. Donc ça pique. Vous sentez qu'on a une compréhension qui est presque douloureuse chez ces personnes-là. Sans les critiquer, ils sont juste à l'image du monde qu'on leur propose. C'est pas du tout une critique. Par contre, le modèle que je vous propose et que, à mon avis, Taleb validerait, c'est celui-là. C'est la bulle orange. La bulle, le monde dans lequel, le paradigme dans lequel, ce qui fait sens et ce qui représente l'ordre, c'est justement la volatilité et l'antifragilité. C'est-à-dire les variations imprévues du monde qui nous entoure et de nous-mêmes. Il suffit que la volatilité fasse sens pour que le cortex singulaire antérieur soit rassuré, qu'il n'allume pas des signaux d'alarme à chaque instant. Il suffit que le monde, qu'on comprenne, qu'on admette que la prédiction, comme on a vu avec Carl Friston, que l'on fasse du monde, ça soit un monde volatile et imprévisible, et que ça, c'est bon pour nous. Okay. Par contre, ce qui est en dehors de notre bulle, qu'on devrait considérer comme étant des épiphénomènes qui doivent simplement nous arriver par sérendipité. Vous savez, la sérendipité, c'est ce qu'on trouve sans chercher. On trouve comme ça. C'est le confort, la suroptimisation, le perfectionnisme. Ça advient, mais c'est pas notre but, quoi. On le recherche pas volontairement. Ça, c'est un monde qui nous rend adaptables et autonomes. Ça, c'est un monde qui nous rend dépendants et anxieux. Grosso modo. Conclusion numéro 1. Vous êtes toujours là? Ah, trop bien. Trop bien. Conclusion numéro 1, l'environnement volatile, imprévisible, hasardeux, permet notre antifragilité. En fait, c'est la condition. Okay, la condition sine qua non. Notre physiologie nécessite l'inconfort d'une contrainte imprévisible pour s'améliorer. C'est ce que je vous ai dit. Il y a donc réversibilité, c'est interchangeable, entre volatilité et antifragilité. L'un ne va pas sans l'autre. L'un permet l'autre et inversement. L'une codétermine l'autre. L'esprit humain anticipe sa saisie du monde, et là j'utilise le mot saisie, c'est sans doute ce qui est le plus intéressant parce que ça va nous permettre d'aller voir la suite, et tente au mieux de faire correspondre les prévisions et les ressentis. Cette phrase que j'aime tant, les voies ascendantes sont joyeuses par essence, ardues par nécessité. Il faut que ce soit dur, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'amuser dans le processus. Mais il faut que ce soit dur, il faut que ce soit difficile. Mais on peut très bien, encore une fois, pour citer mon ami Idriss, qui a sur ses chaussures gravé une phrase, si tu dois traverser l'enfer, tu peux toujours choisir de le faire en souriant. C'est un peu ça l'idée. Si c'était pas ardu, encore une fois, pas d'imprévisibilité, pas d'antifragilité, etc., etc. Oh, j'ai mal. Fourmi dans les bras.
Voilà. Là, vous avez un peu tout. C'est-à-dire, surtout ce qui me plaît là, c'est qui est les autres, c'est qui est le groupe, et c'est que je rigole. Pourtant, ça pique, hein. En plus, ça piquait beaucoup à ce moment-là. Donc, on a un monde antifragile, et on doit s'y adapter. Nous avons un monde volatile, on doit s'y adapter par notre antifragilité. Donc, est-ce que notre plein potentiel, notre potentiel d'être qui nous sommes, dépend de cette adaptation? Et cette adaptation, qu'est-ce que c'est? Et quel est donc le meilleur moyen d'accueillir cette volatilité, hein? Si je m'imagine comme une espèce d'une surface, un matelas qui reçoit le monde qui est imprévisible et hasardeux, c'est quoi le meilleur moyen qu'a la nature, dont m'a pourvu la nature, et qu'on peut voir même dans la nature, d'accueillir ce monde qui est profondément hasardeux et volatile? Ben pour moi, c'est en augmentant la complexité. Et là encore, mon Pierrot, tu m'as mis sur cette voie-là. Si j'observe une surface ou quelque chose de profondément régulier, j'ai cette table-là. Elle est bien lisse. Il n'y a pas d'aspérité, il n'y a pas d'irrégularité, c'est plat. Et quand je me suis posé la question de la complexité et de la réception du monde volatile, un truc qui pourrait tout le temps s'adapter, quoi. Peu importe ce qui arrive pour s'adapter. J'ai repensé à ces jeux pour enfants. Vous savez, vous mettez votre main, ça prend la forme de la main. Vous mettez les lunettes, ça prend la forme de la lunette. Peu importe ce que vous allez mettre, ça va s'adapter. J'ai eu cette image-là. Ou sinon, j'avais une image des matelas à mémoire de forme. Vous voyez, vous mettez dessus, ça prend la forme de votre corps. Peu importe ce que je vais mettre, ça va s'adapter. Parce que la surface lisse, je l'ai explosée et j'ai mis un maximum d'irrégularité et de complexité. Il y a plein de picots tout d'un coup. C'est plus du tout une surface lisse, il y a 1 milliard de picots. Et ça, c'est rigolo. Et je pose ça pour les élèves de l'école. C'est que c'est pour soulager le stress qu'on utilise ces outils-là. On en reparlera. Quel est le meilleur moyen d'accueillir la volatilité du monde? Augmenter la complexité. Je ne peux pas avoir une surface lisse, il me faut un truc vachement irrégulier et complexe. Et la nature fait ça. Il y a quelques semaines, toujours mon ami Pierre vient à la maison et me dit comme ça, au détour, on tournait un cours, il me lâche une petite bombe comme ça, un petit truc. Tu sais pas quoi? J'ai lu une étude, il n'y a pas longtemps, où ils étudiaient les systèmes racinaires des arbres. Et il me dit, plus l'arbre descend profondément avec ses racines, plus il augmente la complexité du système racinaire, plus il a la capacité de se mettre en lien avec les autres arbres et de communiquer avec l'arbre qui se trouve à l'autre bout de la forêt. Ah, ça c'est le genre de truc qui me coupe les jambes. Parce que ça veut dire que plus on augmente notre complexité face à la vie, plus on joue au jeu de la vie, plus on a la capacité de se mettre en lien avec l'autre et avec le monde qui nous entoure. Et c'est ce que nous prouvent nos chers arbres, là, avec leurs racines, où plus ils descendent profondément dans la terre, plus ils rencontrent de contraintes. La contrainte augmente. Il y a de moins en moins de nutriments. Il y a de plus en plus de contraintes, même dans la qualité du sol, dans la roche, etc. Plus ils augmentent, ils tentent de tisser des liens en augmentant la complexité, et plus ils se mettent en lien avec les autres, plus ils augmentent leur potentiel. Par l'autre, par le lien. Donc là, ce schéma, il est super intéressant parce que on voit que les arbres envoient les hydrates de carbone, les sucres pour nourrir aussi, non seulement les arbres, mais aussi les champignons et tout ce qu'il y a dans le sol. Enfin bref, c'est une synergie qui est absolument, absolument folle. Mais ils font pas ça n'importe comment. On peut voir qu'il y a des patterns, on peut voir qu'il y a des schèmes, des schémas qui bouclent, qui se répètent dans les racines. On peut voir que c'est un peu toujours la même forme de l'arbre qui se répète. Et évidemment, notre chou romanesco, là, il est parfaitement à l'image de ces formes qu'on appelle fractales, hein, qui bouclent et qui se répètent, qui se répètent. Les élèves de l'école se rappellent d'un certain stage, il n'y a pas longtemps.
Mais bon, devant tant de complexité, on peut être perdu devant l'agencement par exemple, des racines des arbres, et prendre pour chaos et désordre ce qui est en fait de l'ordre. C'est-à-dire que un néophyte dans le jeu des échecs, quelqu'un qui connaît même pas les règles, qui connaît peut-être un petit peu les règles, il voit un plateau d'échecs comme ça, et il n'arrive pas à dégager le sens. Aucune signification, c'est-à-dire c'est quoi le prochain coup que je vais jouer? Je sais pas. Je comprends rien. Je sais même pas comment se déplacent les pions. Voilà. Pour lui, ça c'est le chaos, c'est le désordre. D'accord? Mais c'est juste un point de vue. Parce que vous mettez Kasparov devant ça, il voit des lignes, il voit toutes les combinaisons. Pour lui, ça fait sens. Le chaos et le désordre font sens. Donc c'est pas du tout du chaos et du désordre. Pour lui, ça fait sens. Carrément de l'ordre. Donc est-ce que le chaos et le désordre, pardon, ce ne serait pas juste un ordre qui nous est pas encore atteignable? Peut-être que le chaos et le désordre, c'est justement pas des synonymes. Et donc notre forme, si la nature utilise des récursivités, des boucles dans ces formes, quand on n'en comprend pas le sens, quand on n'en comprend pas la forme, c'est peut-être juste une histoire de point de vue, de zoom, de dézoom, de changement d'échelle, pour pouvoir mieux les apprécier. C'est un peu comme ça. Moi encore, ça me fait penser à mes jeux d'enfants. Si vous avez l'œil d'un néophyte, ici, on voit qui? Merci, Bart Simpson. Toujours revenir à la pop culture. Ça aussi, c'est une deuxième... pour faire des bonnes conférences. Et là, par contre, moi, mon cerveau, là, au niveau des... Je sais pas, quelqu'un voit une forme, peut-être quelqu'un qui a une clarté d'esprit, mais moi, je vois rien du tout. Je vois un bordel. Mais je suis sûr que quelqu'un qui fait ce jeu-là, qui est entraîné depuis longtemps, là, il verrait sans doute le dessin final. Personne là, hein. Moi, je ne l'ai pas non plus. Hein. J'ai même pas fait l'effort de tisser le truc. Mais bon, il y a peut-être quelque chose, quoi. Peut-être que si on se concentre longtemps, tous ensemble, on va le trouver, mais... C'est une araignée? J'aimerais bien, ce serait beau. Ouais, je ferai, je vous dirai. Mais vous voyez ce que je veux? Un papillon? Les enfants, sans doute que, bim, tout de suite, nous on est là. Ah. Je sais, Véro, que t'es pas une enfant. Conclusion numéro 2. Nous sommes à l'image du thymus ou des changements dans l'embryon. Ne change réellement que l'échelle, l'appréciation que l'on a au monde, l'opinion qu'on se fait des choses. Et vous avez vu à quel point, par rapport aux projections et aux anticipations qu'on fait du monde, c'est important d'avoir la bonne projection du monde, la compréhension de tout ça. Ne change donc réellement que l'échelle, le niveau de dilution ou encore la complexité. Le thymus, il a, quand on prend de l'âge, tendance à disparaître, comme disent dans les termes, dans les mots des livres de physiologie. En fait, c'est plutôt une dilution, un changement dans la catégorie de tissu, mais c'est très arbitraire de dire là c'est le thymus, puis là c'est plus le thymus, là il disparaît. On se rend compte en fait c'est plus une forme de dilution, de transformation et de mix avec les tissus qui l'environnaient. En période de tumulte, quand dans votre vie c'est le bordel, quand c'est le chaos, nous ne voyons plus le sens. On a le nez collé sur le chou romanesco et on ne voit plus la forme du chou. On a le nez dessus. C'est ça, en fait, ce que j'essaie de vous transmettre. C'est que le sens, on ne le voit plus, alors qu'il nous faudrait juste dézoomer pour pouvoir voir la chose. En période de tumulte, nous ne voyons plus le sens, mais nous pouvons l'éprouver. Pas parce que la raison, elle ne comprend pas la forme fractale, qu'on n'a pas le sentiment, l'instinct de temps en temps de nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ressentir instinctivement ce lien qui nous lie au monde. Serait-ce là notre intelligence la plus fondamentale? Sans doute que ça passe plus instinctivement et plus rapidement. Pouvoir en dégager les lignes, les schèmes donc, par le raisonnement requiert un temps incompressible, celui de l'intégration. Ça c'est pour aller un petit peu à l'encontre, même si on va y revenir après, de tout ce qui se fait actuellement dans les raccourcis. On vous vend la lecture rapide, on vous vend
le raccourci pour arriver en haut du sommet. On vous vend toutes sortes de promesses. Le problème, c'est que le vivant ne fonctionne pas comme ça, sous forme de raccourci. Un système fournissant le résultat sans l'effort est mortifère. Ou plutôt, c'est la non-vie. Parce qu'encore une fois, la vie et la mort, comme on l'a vu tout à l'heure, on ne peut pas les séparer. C'est plutôt contraire à la vie. Tout ce qui nous retire le chemin doit être fui, et c'est sur ça qu'on va embrayer par la suite. Là, je vous avais mis une petite vidéo de la forme fractale. En régie, c'est pas la peine de la placer. On est bon pour ça. On a bien compris l'histoire du chou romanesco, mais vous pourrez regarder cette vidéo sur YouTube où c'est une forme, celle-ci, qu'on retrouve donc à plein de petites échelles. Vous voyez, cette grande forme, on la retrouve ici, on la retrouve là, on la retrouve là. Et quand c'est en animation, c'est vertigineux parce que c'est infini. Et donc, je me suis amusé à aller voir si quand on augmente la contrainte, la complexité augmente. Si quand on augmente la contrainte, on peut retrouver les formes fractales qui bouclent comme ça et les systèmes d'adaptation. L'augmentation de l'irrégularité, comme je vous ai dit. Bah ouais, dans la nature, vous allez en milieu aride, vous trouvez la famille des cactus. Et la famille des cactus fait vraiment ça. Elle fait qu'à sa surface, c'est hyper irrégulier. Mais vous voyez, toutes ces petites circonvolutions là, les petits bulbes là, font que ça crée des petites dépressions entre chaque, et donc il y a un peu d'humidité qui peut stagner. Comme ça, elle garde un petit peu plus d'eau. Pareil, au niveau des aiguilles, qui sont en fait leurs feuilles. C'est pour faciliter l'aération, puis pas trop de perte hydrique, etc. Il y a une adaptation face à la contrainte qui fait augmenter la complexité. Le romarin, que vous avez trouvé ici, dans notre chère garrigue, ben voilà, c'est la même chose aussi. Des feuilles toutes fines, mais il y en a plein. Dans les profondeurs, je suis allé voir aussi les coraux. Je suis allé voir les coraux et vous avez le Acropora cervicornis, c'est pas moi qui l'ai inventé, qui fait la même chose. C'est l'un des coraux qui, parce qu'il est dans des milieux extrêmement volatiles, qui bougent tout le temps, des conditions très dures pour s'adapter, a fait en sorte de faire plein d'irrégularités, beaucoup plus que les autres coraux, sur lui-même, pour s'adapter. Lui, c'est mon petit préféré. C'est le poisson des cavernes, le tétra aveugle. Il est très rigolo. Et on ne le voit pas sur cette image-là, mais parce qu'il vit dans le noir, parce qu'il vit vraiment dans des conditions vraiment dures pour un être vivant, comme on l'entend habituellement, il a développé en fait plein d'irrégularités sur ses membranes, sur ses nageoires, dans les couleurs qu'il a, plein de choses qui changent, qui varient. Et il a été filmé, pas lui, mais un autre. Ce poisson-là, en fait, c'est comme son nom l'indique en anglais, le poisson qui a été filmé le plus profondément dans la fosse des Mariannes, à plus de 8000 mètres de profondeur, où là, vraiment, vous avez la pression de l'eau, vous avez la raréfaction de nourriture, tout un tas de contraintes. Plus on augmente la contrainte, plus on s'aperçoit, en fait, que ce poisson crée des irrégularités, comme on peut le voir un petit peu sur lui, là, vous voyez, il y a des trous sur sa peau. On cherche rien de lisse, là. On cherche vraiment à être, justement, l'augmenter, la complexité et l'irrégularité pour s'adapter. On a le crabe violoniste, grand courant, encore une fois, des milieux difficiles pour s'adapter. Lui, il a développé une pince complètement énorme pour pouvoir creuser des tunnels plus complexes et s'adapter au milieu, encore une fois, difficile. Et donc, pour poursuivre, quel est le meilleur moyen d'accueillir la volatilité? Augmenter la complexité par la contrainte. S'il n'y a pas de contrainte environnementale, s'il n'y a pas encore une fois, s'il n'y a pas de contrainte de ce monde qui est imprévisible, il n'y a pas de complexité, et c'est grâce à la complexité qu'on peut se mettre en lien. Très personnellement, si je n'avais pas eu la contrainte d'avoir une école et qu'une certaine Karine me propose de faire un événement au Pont du Gard, je ne sais pas où aller, j'aurais pas eu la possibilité de me mettre en lien avec vous tous. J'aurais pas eu la contrainte de faire une conférence. Bon, bref. Vous voyez où je veux venir. Et ce qui m'a fait tilter tout de suite, c'est de me dire, les lieux où il y a le plus d'informations et qui sont les plus chaotiques, hasardeuses, c'est les lieux de rencontre. On comprend bien que s'il n'y a pas de rencontre entre deux individus, pas de rencontre entre deux zones, il y a moins de perturbations, de fluctuations, d'informations. Et quels sont les lieux de rencontre au niveau de la biologie? C'est les muqueuses.
la muqueuse intestinale, la muqueuse pulmonaire, la peau, etc. Allons voir ces endroits où deux mondes se rencontrent, qui sont en fait qu'un seul. Hein, je vous spoil la fin de l'histoire, mais c'est ça. Et bien là, en effet, on a les formes fractales qui bouclent. Vous prenez la muqueuse intestinale, c'est plein de villosités. Donc là, vous avez une grosse villosité et qui boucle après, en micro-villosité. C'est la même forme, mais 1 milliard de fois, là. La peau, c'est pareil. Vous avez ce petit triangle, là, vous trouvez. Puis vous avez créé plein de complexités et d'irrégularités avec cette même forme qui boucle. Les poumons, idem. C'est l'arbre bronchique. C'est vraiment des racines d'arbre à l'envers. Et on augmente la complexité au niveau de la muqueuse, là où se rencontrent les systèmes internes, la vascularisation, etc., et l'oxygène, l'air que je respire. Les zones de rencontre représentent les espaces les plus chaotiques, où la redondance des formes, hein, ça boucle, donne leur complexité. Mais attention, à ne pas confondre la redondance des formes et la permanence des phénomènes. C'est-à-dire qu'on voit des choses qui bouclent. On voit notre chou romanesco. Par contre, ce qui nous arrive dans le monde, comme le disait Héraclite, un homme ne se baigne jamais dans la même rivière. On a l'impression de faire le même boulot tous les jours ou d'aller dans les mêmes lieux, etc. Mais on n'est jamais la même personne. C'est jamais la même chose. On peut avoir des redondances, on peut avoir des sensations de répétition dans notre vie, mais n'allez pas croire que les phénomènes sont permanents. Pourtant, encore une fois, la première perception que l'on a du monde est trompeuse. C'est-à-dire, moi, j'ai pas l'impression de changer, quoi. J'ai l'impression que je suis moi. Vous, quand je vous regarde, j'ai pas l'impression que vous êtes en train de vous transformer en autre chose qui n'est pas vous. Quand je regarde la table, j'ai pas l'impression qu'elle est en train de se transformer en autre chose qui n'est pas la table. Pourtant, elle est en train de se dégrader. Hein. Elle est en train de redevenir poussière. Moi, je suis en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. Désolé. Encore une fois, je vous cache la fin de l'histoire, mais sauf qu'à contraire, vous êtes un robot ou je sais pas qu'est-ce que vous êtes. Vous êtes plus en train de mourir que de vivre. Encore une fois, si ce sont des synonymes. Donc rien n'est permanent. Pourtant, on prend pour permanent ce qui est impermanent. Et on prend pour synthèse ce qui est composé. C'est-à-dire, ça c'est un pour moi, une télécommande. Autant je sais très bien que c'est composé. Je vois bien que je peux enlever cette partie, il y a des piles à l'intérieur, etc. Moi, vous, je vous prends pour unité. Pourtant, je sais très bien que vous êtes des yeux, des organes, etc., des composés. Et en plus, maintenant, on comprend qu'il y a une intrication avec le monde. Mais ma première perception, c'est la synthèse, l'unité. Donc ça, encore une fois, c'est trompeur, en fait. C'est trompeur. Donc, pas confondre la redondance des formes qu'on a vues dans les formes fractales et la permanence des phénomènes, puisque nous sommes des vaisseaux de Thésée, des bateaux de Thésée. Thésée, là, il est là, fier gaillard, il construit son bateau, il se passe 40 ans, il sillonne toutes les mers, et à chaque fois, il rafistole un petit peu son bateau. Il enlève une planche, il en remplace une, il enlève une planche, il en remplace une. Tant et si bien qu'arrivé au bout de 40 ans, on l'appelle ça toujours le bateau de Thésée, mais il n'y a aucune planche qui est en lien ou quelconque avec le premier bateau, la première version du bateau. Pourtant, c'est toujours le bateau de Thésée. Hein. Et en nous, on sommes profondément des bateaux de Thésée. Toutes nos cellules se régénèrent à chaque instant, etc. Pourtant, c'est vraiment une illusion. Et encore une fois, je suis très content qu'on ait des... Vous pourrez parler à Steph, vous pourrez parler à plein de gens qui ont étudié le bouddhisme, mais on a, dans les sciences du vivant et dans les études biologiques, des grands ponts, des grands liens, des grands rapprochements qui se sont faits entre l'Occident et l'Orient, notamment entre la rencontre des neurosciences, de la biologie et du bouddhisme, tradition méditative, qui nous disent bien ceci. J'adore ce tableau de réversibilité qui sans doute m'est venu à 5h du matin. Les contraintes, donc l'imprévisibilité, hein, les deux sont liés, les deux sont intriqués, nous donnent la complexité par antifragilité. C'est ce qu'on a vu. Hein. La contrainte, augmentation de la complexité, grâce à notre capacité, aptitude antifragile. La complexité nous met en lien. L'intelligence, du latin interligere, c'est tisser les liens. La capacité à tisser les liens. Comme les racines des arbres qui gagnent en complexité pour se mettre en lien, on gagne aussi
en lien, en complexité, quand on se met en lien. Hein. L'un est pour l'autre. C'est pour ça que je parle de réversibilité. Et le lien, le couplage avec notre monde, c'est notre croissance, notre potentiel. Et là, on va attaquer la partie neurosciences. Il y a vraiment dans les sciences de l'esprit ce travail de Francesco Varela qui m'a vraiment inspiré, qui a été poursuivi par Michel Bitbol et Nathalie Deprat. Alors Nathalie, elle aurait dû être ici, mais j'espère qu'elle sera là pour le prochain festival, elle n'a pas pu être disponible. Mais qui ont fait vraiment un rapprochement entre la neurobiologie, la philosophie, surtout la phénoménologie, l'étude des systèmes dynamiques non linéaires, le bouddhisme, pour étudier les sciences cognitives et les neurosciences. On va cheminer vers ce terme d'intra-action que je vais vous expliquer. On a donc ces grandes personnes-là. Maturana en a déjà parlé, avec Van Foster, Francesco Varela, avec cette magnifique image avec le Dalai Lama, et Michel Bitbol et Nathalie Deprat. Et la phrase qui m'est venue en étudiant leurs travaux de recherche, c'est combien de temps encore l'être humain va-t-il oublier d'inclure l'être humain dans son étude de l'être humain? Parce qu'on a bien compris que si l'araignée, elle est prise dans sa toile, elle est complètement intriquée dans sa toile, il n'y a pas moyen qu'elle étudie le système araignée plus toile en se sortant du système et en regardant la toile. Elle vient de sortir de la toile. Et ce que font les sciences actuellement, c'est essayer d'étudier, encore une fois, sans prendre en compte l'œil qui observe, sans prendre en compte la personne qui étudie, un système, et d'après d'essayer de récoller les morceaux en faisant des conclusions. Pourtant, ça date pas d'hier, cette histoire. La phrase que je vous dis qui a ni queue ni tête, où je répète 3 fois l'être humain, là, il y a des gens au 6e siècle avant Jésus-Christ ont posé cette question-là et ont fait cette réalisation. C'est juste Siddhartha Gautama, c'est juste Lao Tse, c'est juste Confucius, et en Europe, c'est juste Démocrite, et c'est juste Héraclite. Au même moment, dans le monde, ils ont tous réalisé la même chose. Une pensée similaire, d'une extraordinaire richesse, notamment dans la prise de conscience du procédé artificiel d'exclure le sujet pensant de l'entreprise de comprendre le monde. Si vous essayez de comprendre le monde sans le sujet qui pense le monde, c'est illusoire. Parce que c'est parce que le sujet pense que c'est le monde. Il pourrait sans doute exister un monde sans sujet pensant, mais il ne sera jamais accessible. On sera toujours en train d'étudier un monde dans lequel nous sommes et dans lequel il y a des sujets pensants. Ça va faire sens tout ça, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je vois les froncer les sourcils là, mais ça va bien se passer. Des grands philosophes comme Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty sont donc arrivés avec des phrases comme ça. Le milieu se découpe dans le monde selon l'être de l'organisme. Étant entendu qu'un organisme ne peut être que s'il trouve dans le monde un milieu adéquat. Je vais la reprendre celle-là. Le milieu, il entend la niche proche. Proche, encore une fois, ça mériterait d'être décrit et précisé. Mais le milieu dans lequel je baigne, moi, en tant qu'être humain, vous prenez un tigre dans la jungle, peu importe, on s'en fout. Le milieu se découpe dans le monde selon l'être de l'organisme. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a un tigre dans la jungle qu'on appelle ça la jungle. C'est parce qu'on appelle ça, je sais pas moi, une maison d'habitation, on appelle ça parce qu'en fait, il y a un humain dedans. Si on mettait un chien, on appellerait ça une niche pour chien, vous comprenez? Donc le milieu, il est caractérisé par l'être vivant qui est à l'intérieur. C'est pour ça que le milieu, il se découpe, c'est-à-dire il se définit dans le monde selon la caractéristique de l'être qui est dedans. Étant entendu qu'un organisme ne peut être que s'il trouve dans le monde un milieu adéquat. L'organisme, il est advenu, il a émergé par la nature même du milieu. Donc là, il y a une codétermination totale entre l'être et le milieu. Les deux, on ne peut pas les séparer. Et étudier l'un sans l'autre, encore une fois, c'est illusoire. Jean Piaget, qui a énormément travaillé sur le développement cognitif de l'enfant, nous dit que l'enfant n'est ni irréaliste ni objectiviste. Les structures cognitives, c'est-à-dire les structures de la pensée, se dégagent de type récursif de motifs sensorimoteurs,
donc qu'on perçoit perception et action, qui permettent à l'action d'être guidée par la perception. Et inversement. Et ça, c'est génial. J'ai remis la phrase de Pierre pour, voilà, histoire de réappuyer dessus. L'être humain ne se voit pas comme il se voit comme il se pense. L'action guidée par la perception, c'est comment je perçois le monde qui guide mon action. Et on va voir que l'inverse est aussi vrai. Une expérience géniale. Moi qui, encore une fois, heureusement que j'étais assis quand je l'ai lu, mais ça, en fait, ça me fait comprendre tout ce que j'ai pu ressentir par le passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'instinct, comment on perçoit le monde, c'est vrai que c'est une intelligence directe, quoi. C'est pas besoin d'expliquer avec des mots, pas besoin d'expliquer par la raison. Quand je ressens quelque chose, que je perçois quelque chose, j'ai l'impression que c'est vrai, j'ai pas besoin de mettre des mots dessus. Mais quand on met des mots dessus, c'est jouissif. Quand tout ça réalise, c'est le moment Eureka. Varela arrive avec ce terme de énaction. L'énaction, c'est l'action incarnée dans le monde, et mon action incarnée dans le monde va faire émerger le sens. Le sens, la signification est énactée. Encore une fois, l'énaction, c'est comme un coup de pelle dans le monde, et je fais surgir, vraiment, par mon action même, le sens. Mais s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de sens. Ils prennent 2 groupes de chatons. Bon, c'est torsionnaire, hein, mon histoire, mais accrochez-vous. Pour les défenseurs des animaux, je suis désolé, mais c'est comme ça. Ils élèvent 2 groupes de chatons dans le noir. Quand vous élevez des bébés animaux dans le noir, en fait, ils deviennent aveugles. S'ils ne connaissent jamais la lumière, ils deviennent aveugles. Seulement, à un moment de la journée précis, au moment de la journée, ils allument la lumière dans la cage, quelques minutes seulement. Et quand ils allument la lumière, le premier groupe de chatons, ils le mettent dans un chariot, ils ne bougent pas, pépère, comme ça. Et le deuxième groupe de chatons tire le chariot. Okay. Donc il y en a un groupe de chatons qui est complètement inactif, passif. Pourtant, la lumière est allumée, hein, ils voient la cage, ok. Deuxième groupe de chatons tire le chariot, dans la cage. Eh bien, le premier groupe de chatons qui est resté toute sa vie dans un chariot ou bien dans le noir, à l'âge adulte, ils restent aveugles. Ils se tapent dans les murs, aveugles. Le deuxième groupe de chatons qui a été actif, qui tirait le chariot, totalement fonctionnel. Un système visuel totalement fonctionnel. Pourtant, ils ont eu la même expérience visuelle. Hein. Ils ont vu la cage. Il y a eu une lumière. Mais une perception sans action n'a pas du tout les mêmes implications au niveau physiologique. Il y a tout le système visuel qui s'est créé par rapport au fait d'agir dans le monde, d'avoir une action incarnée. Alors qu'on raisonne encore beaucoup quand on étudie les sciences, surtout les sciences cognitives et les neurosciences, surtout de nos jours, hein, en système input-output, c'est-à-dire entrée-sortie. Mon cerveau capte le monde, je vois la falaise. Intégration dans mon cerveau, et puis action. Comme si on séparait les deux. Comme s'il y en avait une qui est complètement passive, ok, là je peux. C'est pas parce que je bouge pas que je vais pas voir la falaise. C'est pas du tout ça. C'est parce que tu vas bouger dans le monde, ta perception va nourrir ton action, que va se créer même ta physiologie même. Et là, pour moi, ça c'est une preuve parfaite et tangible de notre relation au monde. On voit le monde comme on peut interagir avec. Mais si ça vous a pas convaincu, il y a celui-là. Celui-là, c'est génial. Ces expériences-là, elles ont vraiment fait du bruit. Hein. L'expérience de Paul Bakirita, il essayait, je ne sais pas s'il est encore vivant, de redonner la vue aux aveugles. Par un système, en fait, il s'est dit, on va changer, troquer le sens de la vision qui est défectueux donc chez les aveugles par un autre sens. Par exemple, le toucher. Donc, il colle sur le ventre, dans ce système-là, il a plusieurs dispositifs, mais l'image que je vous propose là, c'est il colle un espèce de gros patch, et des stimulateurs cutanés, des petites pointes là, vont faire une image. Par exemple, l'image d'un éléphant. Okay, et l'image de l'éléphant va être donc, par tactile, imposée à la personne. Et vous voyez cette petite caméra qu'il a sur les lunettes là. Quand ils font ça, au début de l'expérience, il ne se passe rien. C'est-à-dire, l'aveugle ne voit pas les images dans son cerveau. Ça, même s'il y a des stimulations sur la peau, et tout le monde dit, c'est normal ton truc. Tu peux pas, le cerveau, c'est des zones qui sont réservées à telle fonction. La zone
de la parole, la zone de la vision, c'est des sphères, des zones cérébrales qui sont allouées à ça. Et si la personne est aveugle, la personne est aveugle. C'est pas parce que tu peux pas remplacer un sens par un autre. Et là, je ne sais pas pourquoi ils ont eu l'idée, ils ont pensé. Et ils ont dit à la personne aveugle, maintenant c'est toi qui prends la caméra. Et c'est toi qui agis concrètement, qui prend la caméra, ou qui prend le patch et qui agit, qui utilise la chose, devient actif dans le procédé. Et là, d'un coup, boum, l'aveugle voit l'éléphant dans sa tête. Une situation totalement passive où il y avait une stimulation cutanée, rien du tout. Tout d'un coup, quand elle devient active, la personne, quand elle acte dans le monde, qu'elle incarne sa perception, l'image se révèle. Aucune stimulation corporelle, mais des images projetées dans l'espace, explorées par le regard, entre guillemets, hein, la personne elle est aveugle, mais elle explore par le regard, corporellement dirigée de la caméra. Pour faire l'expérience des vrais objets là, au dehors, la personne doit donc diriger activement la caméra. Vous en foutez? Vous êtes tellement estomaqué. Non, mais ça, c'est vraiment pour montrer à quel point le monde se découpe à nous et se découvre à nous par l'interaction qu'on fait avec lui. Et que on a de nos jours vraiment une tendance à nous couper du chemin. Si le chemin se fait, nous faisons en arpentant le chemin, vous devriez fuir tout ce qui vous promettent des raccourcis, qui vous promettent le résultat, sans l'effort de faire le chemin. C'est ça la conclusion de l'histoire. Et comment le cerveau, ça j'aime énormément aussi parce que ça appuie l'idée que le monde se découvre à nous comment, par rapport à notre saisie que nous en faisons et du sens que l'on donne. C'est-à-dire que, selon certains chercheurs, dont Mark Johnson qui est cité ici, le monde et l'esprit apparaissent en même temps dans l'inaction, dans ce fait de faire une action incarnée. Les catégories apparaissent dans une situation donnée, d'une manière non arbitraire. Les catégories d'objets, c'est-à-dire, moi j'ai envie de mettre dans la même catégorie les chaises et les canapés. C'est les trucs, pour moi c'est les meubles, les strapontins, etc. Okay. Mais est-ce qu'on pourrait pas mettre dans la catégorie, pourquoi on met pas dans la même catégorie les objets rouges et les objets blancs? Pourquoi ça marche pas par les couleurs, par exemple? Comment le cerveau il les catégorise, les objets qui nous entourent? Les membres des catégories sont classés suivant 5 caractéristiques que vous pourrez aller voir chez Mark Johnson. Donc voilà, est-ce que c'est par les couleurs, encore une fois, comme je vous ai dit? 5 caractéristiques, dont la première correspond au fait d'être utilisée ou mise en mouvement par des actions motrices similaires. C'est-à-dire que avant d'être une table, avant d'être un bol, avant d'être un maillet, etc., c'est avant tout des choses que je peux choper à une main. Voilà. C'est pas je mets les micros tous ensemble dans mon cerveau, c'est d'abord ça je peux l'attraper à une main, ça je dois l'attraper à 2 mains, ça je suis pas sûr de pouvoir le soulever. C'est ma manière d'interagir avec le monde qui est première. Je catégorise par les actions motrices similaires. Similarité, une lame, un couteau, je vais assimiler tous les lames et les couteaux, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. La forme et la fonction ne sont plus alors étudiées comme propriétés opposées. La forme et la fonction, c'est pas... Encore une fois, c'est pas la forme, c'est pas parce qu'elle a 4 pieds que ça intéresse mon cerveau. C'est comment je peux interagir avec elle, comment je peux l'apprendre, la saisir. La forme et la fonction ne sont plus alors étudiées comme propriétés opposées. Ce sont les aspects d'un même processus, et les organismes sont fortement sensibles à leur coordination. Ce que le philosophe Husserl semble dire à travers ces mots-là, le monsieur de la phénoménologie, nous devons voir dans le monde la marque de notre propre structure. Puisque dans le monde, en fait, je vois mon interaction avec le monde, je vois mon lien avec le monde. Cette dernière m'est connue par mon propre esprit. L'expérience dépend de ces structures essentielles et engendre le monde humain. On essaie d'étudier le monde sans, encore une fois, comprendre que nous sommes l'être humain qui interagit avec le monde. Tant et si bien que Michel Bitbol, dans un de ses livres, nous dit en fait, il faudrait presque cesser de parler d'interaction. Parce que interaction, ça fait encore sujet-environnement. Ça fait encore un dualisme. Moi-objet. Qui serait relié par un lien ou quoi. Il dit il faut commencer à parler de intra-action. C'est-à-dire
une action au sein même d'une même unité, quoi. Je vais zapper ça. Mais c'est en fait qui nous propose une voie du milieu entre le connexionnisme et le cognitivisme, qui sont les deux grands courants des sciences cognitives, en nous proposant la voie du milieu avec le kanji de Naka, qui me tient tant à cœur, qui est souvent sur ma casquette, qui est vraiment celui qui tranche au milieu, la voie du milieu, où il y a une spécification mutuelle dans l'énaction entre le sujet, l'agent et son environnement. Une co-origination, comme ils disent. Les deux, l'environnement et l'individu, ne peuvent pas être séparés, ils se co-déterminent. Là où les autres courants de pensée utilisaient des représentations, c'est les termes que vous avez ici, en se disant, est-ce que c'est plutôt le cerveau qui essaye de se représenter le plus fidèlement possible le monde qui est externe à lui? C'est-à-dire, le plus fidèlement possible, j'essaye de voir le rouge des strapontins. Le plus fidèlement possible, j'essaye de voir les couleurs de vos vêtements. Donc, comme si mon cerveau était une antenne à capter le monde. Ou, inversement, est-ce que c'est les schèmes mentaux que je projette sur le monde? Voilà, en gros, pour vous la faire courte, c'était ça. Ce que propose l'énaction, c'est une voie du milieu. C'est un peu les deux, mais c'est surtout que la cognition est une action incarnée et la signification est une énaction. Le sens est énacté vis-à-vis du couplage individu pensant et monde. Ça, on va passer. Ouais, ça c'est assez important, donc je vais vous le dire. Par rapport à comment ce sujet pensant, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau et comment les contraintes justement déterminent l'émergence de tout ça, du sens et de l'action. Les chercheurs, notamment dans le livre fondamental de Varela, si vous voulez lire, c'est l'inscription corporelle de l'esprit, revient sur cette activité chaotique de tous les groupes de neurones. En gros, pour faire un lien avec ce que je vous ai dit sur la permanence et l'impermanence tout à l'heure, il n'y a rien qui est permanent dans l'activité même cérébrale. Il n'y a pas le cerveau qui agit tout le temps, une zone du cerveau qui est tout le temps en veille, voilà, elle est tout le temps en train d'agir. Non. C'est sans cesse des groupes de neurones qui s'éteignent, qui s'allument, de manière chaotique. Donc avant même la prise de décision, il y a un champ des possibles qui est totalement ouvert dans les groupes de neurones. Activité chaotique. Les attentes cognitives et émotionnelles, on a vu le codage prédictif, on avait vu le principe d'énergie libre de Carl Friston, où on essaye de prévoir ce qui va se passer, de faire correspondre l'observation et la prévision, sont totalement ouverts. Ce qui va se passer, depuis cette activité chaotique, ici, où tous les champs des possibles sont ouverts, c'est qu'on va avoir une stimulation, et qui va jouer le rôle d'attracteur cohérent. Alors, au début de la stimulation, là ça m'emmènerait trop loin, mais on va rester sur ce schéma-là rapidement, qui agit comme un attracteur cohérent. L'activité chaotique, sans motif clair. Encore une fois, le chaos, c'est pas l'absence d'ordre, c'est juste qu'on n'arrive pas à voir le sens qu'a l'activité du cerveau, qui semble s'allumer un petit peu partout, mais c'est pas clair, quoi. Il n'y a pas de motif clair. D'activité des neurones, tous les sous-réseaux sont là, disponibles, prêts à être employés pour l'énaction suivante, pour l'action incarnée dans le monde suivante. Toutes les attentes cognitives et émotionnelles sont élaguées par l'attracteur qui génère la coopération et la compétition. C'est-à-dire qu'il se passe un truc dans l'environnement qui va faire une réduction du paquet d'ondes. C'est là, il faut que je le passe. Non, comme en physique quantique, faire une réduction, c'est-à-dire que le fait même qu'il y ait un événement réduit la chose, attire certains groupes de neurones et provoque une coopération et une compétition entre tous les groupes de neurones qui va faire que certains vont coopérer et certains vont dégager, vont pas être utilisés. Ça peut être une stimulation comme la rencontre d'une personne, ça peut être un événement qui arrive dans le monde, etc., autour de vous, dans votre milieu. Il y a un événement qui arrive et ça joue le rôle d'attracteur. Ça attire certains groupes de neurones. Encore une fois, par compétition, par coopération. Les groupes de neurones imposent alors différents modes d'interprétation, c'est-à-dire un cadre cohérent pour la cognition, c'est-à-dire l'esprit, quoi, vraiment le fait de me dire je vois la chose, le penser, quoi, la pensée, et la disponibilité à l'action. On a donc ce schéma-là
il y a une activité chaotique, il se passe une stimulation autour de vous, il y a un attracteur cohérent des groupes de neurones qui fait que la configuration d'ensemble se fait entre les neurones. Et plus vous répétez ça, plus il y a de la répétition, plus vous renforcez et vous consolidez l'activité. Puis se passe l'action incarnée, puis en découle le sens. Le sens reboucle, évidemment, vous avez dit « Ah, ça signifie ça. Là, je comprends la chose. » Ça reboucle, et on boucle comme ça, sans arrêt. D'où l'importance de l'idée qu'on se fait du monde, d'où l'importance de nos observations, de nos prévisions, etc. Mais ça naît du chaos. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous avais mis Dionysos et Apollon, parce que vraiment, l'aspect dionysiaque ou apollonien, c'est vraiment l'apologie du chaos ou bien de l'ordre dans la mythologie grecque. Et moi, ça m'a fait penser à la tour de Babel. C'est-à-dire, si les groupes de neurones, dans la tour de Babel, vous savez, les êtres humains veulent aller voir les dieux, ils parlent tous la même langue. Ils collaborent, quoi. Ils collaborent. Donc, tout va bien. Ils construisent la tour, ils s'élèvent. Et les dieux voient ça, ils disent non, il faut qu'on empêche ça. Donc, ils leur donnent à chacun un langage différent. Et c'est comme ça que se créent les langues, en fait, dans l'humanité. Ça, c'est donc la légende de la tour de Babel. Et à partir du moment où tous les humains n'arrivent plus à se comprendre, ils n'arrivent plus à coopérer, et la construction de la tour s'arrête. Pour moi, ce qui se passe dans le cerveau, dans l'activité chaotique que je vous ai décrite, c'est l'inverse. Une tour de Babel inversée. On inverse le truc. C'est-à-dire que tout le monde parle la même langue, mais par contre, on ne veut pas coopérer du tout au début. En fait, c'est la compétition, quoi. C'est vraiment la compétition dans le cerveau où c'est complètement chaotique, et c'est parce qu'il y a un dieu, parce que il y a un pompon, mais il y a un dieu, il y a un nuage, que dans la compétition, un premier va mettre son échelle pour aller voir le pompon, un deuxième va s'appuyer dessus, mais au début, il ne veut pas coopérer. Hein. C'est juste que par le fait de vouloir atteindre cet objectif-là, ça va créer une tour, mais ce n'était même pas le but recherché. La condition sine qua non, c'était la contrainte d'avoir un objectif là-haut. La condition sine qua non, c'est toujours la contrainte. On en arrive, je passe d'un monument à un autre, à cette image. Alors évidemment, je l'ai choisie pour l'occasion. Et là, sur cette image, il y a plusieurs choses. Ça vous évoque quoi, vous? Un mot? Qu'est-ce que t'as dit? Lire? Lien. Ouais, trop forte, Véro, comme d'hab. Force. Sans doute que le mot qui vient dans votre cerveau, mais inconsciemment, hein, que vous ne voyez pas, c'est la beauté. Parce qu'il y a la nature aussi là-dessus. Hein. Il y a des arbres, il y a la rivière, il n'y a pas que le pont. Eh bien, si je vous dis qu'en fait, votre cerveau, il se passe dans votre cerveau la même chose quand vous voyez la nature, la même chose quand vous voyez une œuvre d'art belle, et la même chose quand vous voyez, vous pensez à vous-même. Pas mal, ça. Alors qu'on a des pensées négatives H24. Quand on ferme les yeux et qu'on pense à soi-même, en fait, il se passe la même chose que quand on voit du beau. Nature, art et conscience de soi. J'ai commencé cette conférence avec une œuvre d'art, avec un tableau, avec un autoportrait à la Archimboldo. C'était justement pour parler à la fois d'art et de nature. Quand on est devant un paysage naturel, j'aime beaucoup ces études-là, des études de biophilie, c'est-à-dire comment la nature prend soin du corps humain, prend soin de nous, qui avait vraiment été creusé par les Japonais, parce que dans les années 80, quand il y a eu les 30 Glorieuses au Japon, surtout, années 80, 70, 80, 90, un peu, avant la bulle, il y a eu un essor économique pas possible au Japon, un pays dans lequel j'ai vécu quelques années. Mais le côté économique prenant le pas, les conditions de travail étaient terribles. Les gens se tuaient à la tâche, se donnaient corps et âme pour leur entreprise, et on avait une vague de suicides, des morts même, de fatigue, de burn-out, etc. Et donc le gouvernement japonais, et le Japon étant deux grands courants spirituels, étant le shintoïsme et le bouddhisme, ils ont une relation à la nature qui est très forte. Ils se sont dit, bon, peut-être que c'est les conditions de travail qui font que. Et donc on va revoir si la nature, l'autre environnement inverse, prendrait pas soin des individus. Et donc ils ont énormément étudié les bienfaits d'être dans la nature. Et ils ont pu voir que quand on se balade en nature, quand vous allez aller dans la garrigue, autour du pont du Gard, par exemple,
voir, sentir certaines molécules dont je pourrais vous parler aussi. Ça prend soin de nous et surtout ça active le cortex singulaire antérieur. Vous vous rappelez cette structure, je vous ai dit, qui est là pour le sens, la signification. Comme si tout d'un coup ça faisait sens. Et on le sait bien quand on est dans la nature, quand on observe un arbre. On se dit, ou on se dit pas, mais en tout cas on le perçoit, on se dit tout est à sa place. Ça, ce que je vois là, ça fait sens. Il n'y a pas un truc incohérent, c'est cohérent. Lui, il est content. Le cortex singulaire antérieur, il est content. Et puis le cortex préfrontal médian. Lui, c'est vraiment celui qui a ce cortex préfrontal-là qu'on cite dans la conscience de soi. Encore une fois, je ferme les yeux. Si je pense à moi, lui, il devrait s'activer. Okay. Conscience de moi. Eh bien, devant une œuvre d'art, devant du beau, devant la nature, on a tout ça qui s'allume. L'observation des formes de la nature et de l'art semble produire chez nous un calme intérieur, comme si les schèmes extérieurs faisaient sens. Nous y trouvions enfin notre place. Notre cerveau entre alors plus facilement en mode parasympathique, c'est-à-dire le calme, la détente, le bien-être. Mode de fonctionnement propice au repos et à la régénération. Tout se passe comme si face au beau et à l'ordonnance de la structure, nous commencions à écrire notre autobiographie. Alors ça, c'est solennel, là, ce que je viens de vous dire. Je pourrais terminer là-dessus, mais durant ces 48 heures-là, vous allez rencontrer des gens formidables. Tout le monde déjà, hein, tout le monde qui est ici. Hein. Il n'y en a pas un qui est plus formidable que l'autre. Mais des personnes qui, sans doute, dans un domaine, ont cheminé un petit peu plus que vous. Si vous voyez mon frère Slim bouger, vous dites, oh, lui, ok, lui, il s'est bougé. Moi, je ne sais pas bouger. Si vous voyez danser, c'est pareil. Dit, bon, bah, dans ce domaine-là, il a progressé. Très clairement, il est beaucoup plus avancé sur le chemin. Donc, vous allez avoir envie de poser des questions importantes, quoi. Des trucs, mais donne-nous des bons conseils. Des trucs qui servent, des trucs qui sont utiles. Pour la méditation, c'est pareil. Pour la respiration, c'est pareil. C'est quoi les trucs utiles? Dis-moi. Je veux savoir si, quand je fais ça, ça me donne tel résultat. Mais les choses importantes, elles ne sont pas forcément utiles. C'est pas tout le temps l'utilité qu'il faut chercher. On vit dans un monde qui est vraiment hyper utilitariste. C'est-à-dire, si ça ne sert pas à quelque chose, tu ne peux pas me donner le résultat, m'expliquer le résultat que je vais obtenir en faisant ta méthode, ne m'intéresse pas. Je ne le fais pas. Ça, c'est assez terrible pour moi. C'est même, encore une fois, de la non-vie, quoi. C'est mortifère. Et ce qu'il exprime bien, c'est ce compte-là. Vous venez de vous acheter la paire de baskets. On peut dire, paire de baskets, c'est facile. On peut dire, si vous êtes un homme, vous achetez le costard cravate et tout, truc pas possible, vous avez déboursé, vous avez cassé la tirelire, vraiment. Et si vous êtes une femme, vous avez acheté une magnifique robe, vraiment un truc, il vous faut une demi-heure pour la mettre. Voilà. Mais vous êtes aux anges, quoi. C'est le truc que vous rêvez depuis des mois, vous économisez depuis des mois. Puis vous sortez de la boutique, trop fier, trop content, vous regardez dans toutes les glaces et tout. Et puis vous rentrez chez vous et vous passez devant un étang qui est proche de chez vous, vous connaissez bien. Et vous savez que cet étang-là, il est boueux, quoi. Il est dangereux, personne s'y baigne. Et là, au milieu de l'étang, il y a un enfant qui se noie. Et vous savez que l'enfant, il est en bas âge, il va pas faire long feu, quoi. Soit vous sautez dans l'eau, mais vous salopez votre dernier truc qui vous a coûté la peau des fesses pour aller sauver l'enfant. Soit vous y allez pas, mais l'enfant, il va se noyer. Il vous dit, bon, je vais appeler la police, mais vous savez au fond de vous que les pompiers, la police, ils vont mettre, ça va être trop tard. L'enfant va se noyer. Donc là, normalement, vous me dites, bah ouais, je vais sauver l'enfant, quoi. Je suis pas un monstre. Ok, d'accord. Mais au moment où vous avez acheté votre robe ou votre costard, vous auriez pu très bien ne pas acheter votre robe ou votre costard et donner tout le fric à des œuvres caritatives qui auraient sauvé 1000 enfants en Afrique. Donc, quand vous avez pris cette décision-là, vous étiez un monstre aussi, alors, d'avoir acheté cette putain de robe. Ok ? Donc si on s'arrête à l'utilité des choses, s'il faut toujours que ça serve, et combien de fois, vous qui faites des bains froids, des méditations, des respirations, du sport, etc., on est venu vous voir en train de faire vos trucs, ça sert à quoi ton truc? Mais ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien, c'est que ça sert rien. Il n'y a pas de relation de servitude avec les choses. Si quelqu'un joue de la guitare, Steph, il va vous jouer de la guitare. Tu joues de la guitare parce que tu kiffes ça. Tu joues pas de la guitare pour une raison.
Tu joues de la guitare pour jouer de la guitare. Il n'y a aucun lien de servitude. L'importance de la légèreté. Encore une fois, durant ce week-end, on va dire des choses qui vont vous sembler importantes parce qu'il y a des conséquences. Mais il faut s'autoriser aussi la légèreté. Ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille énormément, je peux vous le dire. Et donc, on va terminer sur un point plus léger, mais qui est tellement important. Oh là là, si vous saviez. Dans la salle, est-ce qu'il y a des gens qui lisent cette œuvre? One Piece. Ok. Vous êtes à jour? Vous avez lu les derniers chapitres? Vous avez lu les derniers tomes? Je sais que tu as lu ça. S'il y a des gens qui ne sont pas à jour, je vous autorise à sortir, mais je vous autorise, vraiment, je vous autorise, parce que je vais dire des trucs. Eh ouais, mais bouchez les oreilles, alors on te fera signe, mais j'ai le micro quand même, c'est chaud. Bon. Et alors tu fermes les yeux aussi parce qu'il y a des slides. Hein. Pour ceux qui regardent la vidéo en replay, voilà, mettez stop, merci, c'était super. Voilà. Regardez pas la fin si vous n'êtes pas à jour One Piece, sans déconner. Si vous êtes là, c'est que je considère que vous voulez entendre et que vous êtes prêts à entendre. Il y en a qui se bouchent les oreilles, c'est horrible. Bon. One Piece. Pop culture, puisque la pop culture, c'est de la culture. À travers les contes, le roi des contes, le prince des contes, qui est le petit prince, on transmet, comme dans le Petit Prince, des grandes choses, de tout temps, depuis toujours. One Piece est un conte qui a été vendu à plus de 500 millions d'exemplaires. 500 millions de tomes. Ok. Y a la Bible, on a regardé, hein, c'était la Bible, le Coran, le petit livre rouge de Mao Tse-tung, c'est ça? Et en quatrième, One Piece. Ok. Ça vous donne la portée de la chose. One Piece, c'est l'histoire de pirates. Ok, on est sur les mers, on navigue sur les mers. Et le héros, c'est ce monsieur-là, Luffy. Et dans ce monde, il y a des pouvoirs magiques. Quand vous mangez certains fruits, mais vraiment c'est certains fruits, hein, très très spéciaux et très rares, on obtient un pouvoir. Il y en a qui ont des pouvoirs d'animaux, pouvoir de la girafe, pouvoir de ce que vous voulez. Et notre héros, toute l'œuvre, c'est là où je vais spoiler à mort, mais toute l'œuvre, on pense qu'il a le pouvoir du caoutchouc, de l'élastique. Et il est comme dans Monsieur Élastique dans les 4 Fantastiques, vous savez, il peut étirer ses bras, etc. Et il navigue sur les mers et il délivre les peuples. Il arrive sur une île, il y a un peuple emprisonné, voilà, c'est l'esclavage, etc. Il délivre les peuples, toujours. Il est le libérateur. 25 ans, même 26 ans cette œuvre. Moi, je la lis depuis 20 ans. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à lire cette œuvre. Depuis 20 ans, même 25 ans, on nous dit qu'il a le fruit du caoutchouc. Et en fait, pas du tout. On vient de se rendre compte qu'il a le fruit, il a le fruit de l'humain. Il a le fruit de l'humain. Quand il éveille son fruit, qui est un terme très important, surtout dans le bouddhisme, quand il s'éveille, il a le fruit de l'humain qui le met en lien avec le monde. Tout d'un coup, il est pris d'un rire irrépressible, il est le plus joyeux parce qu'il peut se mettre en lien avec le monde entier. Et tout d'un coup, il met sa main dans le sol, il devient le sol. Il met sa main dans tel objet, il devient tel objet. Il se transforme complètement. Son lien avec le monde, c'est son plein potentiel. J'espère que ça fait sens maintenant, tout ce que je vous dis. Plus il est en intrication avec son environnement, quand il a éveillé son pouvoir, plus il est en joie. Il dit « je suis le plus heureux ». Et quand il est petit, avec ses 2 frères, il dit « je serai tout seul ». Et être seul, ça fait plus de mal que des blessures. Depuis le début, on le sait ça. Depuis le début. Et bon sang, qu'est-ce que c'est bon, voilà. Il y a une spécification entre lui et le monde qui l'entoure. Sa nature véritable est dévoilée, celle d'être sans fondement, car totalement intriqué avec son milieu, enraciné et faisant corps avec le monde qui l'entoure, tel un Bouddha, il goûte alors à la plénitude, à la liberté totale et à l'éveil. Et je vous souhaite un bon festival.